Mon frère m'a renvoyé à l'instant même où il est devenu président de l'empire de complexe hôtelier de luxe de notre famille. Tu n'as pas ce qu'il faut pour diriger une entreprise, a-t-il dit d'un air suffisant pendant qu'il vidait personnellement mon bureau, comme s'il avait répété ce moment depuis des années. Je n'ai pas discuté. Je lui ai simplement adressé un lent sourire sarcastique. Tu n'as pas ce qu'il faut pour diriger une entreprise, Blair, a dit Clay, en plaçant la photo encadrée de notre grand-mère dans une boîte comme s'il manipulait des ordures. 9 jours. C'est le temps qu'il avait passé en tant que PDG de l'empire hôtelier de notre famille avant de me renvoyer. J'avais passé 17 ans à construire Crescent Bay à partir de rien, transformant des propriétés en faillite en destination de choix, formant le personnel, gérant chaque crise à 3 heures du matin, et il m'a effacé en 20 minutes. Avant de continuer, si vous croyez que le travail acharné et la loyauté devraient être valorisés au-dessus de la politique familiale et des affaires, veuillez envisager de vous abonner. C'est gratuit et cela nous aide à partager des histoires de résilience. Maintenant, voyons ce que Blair fait ensuite. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas supplié. J'ai simplement ouvert le tiroir de mon bureau et sorti la vieille boussole de ma grand-mère, celle qu'elle avait utilisée pour repérer notre première propriété en 1978. Clay ne savait même pas qu'elle existait. Il n'avait jamais pris la peine d'apprendre l'histoire de ce que nous avions bâti. Bonne chance avec la rénovation de Monterrey, ai-je dit, en lui adressant un lent sourire sarcastique. Sa main s'est figée. Juste une seconde, j'ai vu la panique traverser son visage. Ce projet de 18 millions de dollars était un gouffre financier et prenait de plus en plus de retard chaque semaine. Il aurait besoin de moi pour le redresser, mais je ne serais pas là. Nous avons fait appel à des consultants du Ritz-Carlton, a-t-il repris, sa voix dégoulinant de suffisance. Ils ont géré des propriétés 3 fois plus grandes. J'ai hoché la tête et ramassé ma boîte. Ce que Clay ne savait pas, ce qu'il avait été trop occupé à donner des discours et à charmer les investisseurs pour le remarquer, c'est qu'il y a 4 ans, j'avais acheté le terrain sous nos 3 propriétés les plus rentables. Et dans exactement 10 semaines, les renouvellements de ces baux allaient arriver à échéance. Mon nom est Blair Hartwick, et voici l'histoire de comment mon frère m'a renvoyé au moment où il est devenu président, et comment il a complètement paniqué quand il a réalisé ce que j'avais planifié depuis le début. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, vous devez comprendre ce que j'ai bâti. Ce que Clay était si pressé de détruire. J'avais 22 ans quand j'ai commencé à Crescent Bay, fraîchement diplômé de Stanford avec un diplôme en commerce et des offres d'emploi de cabinet de conseil qui promettaient des salaires à 6 chiffres et des bureaux d'angle. Ma mère, Margaret, avait bâti l'entreprise à partir d'un unique motel de bord de route en difficulté pour en faire un empire de 6 complexes hôteliers de luxe s'étendant sur la côte californienne. Tout le monde supposait que je prendrais un rôle prestigieux. Relation avec les investisseurs peut-être, ou stratégie d'entreprise. Quelque chose avec un titre qui faisait bien sur les cartes de visite. Au lieu de cela, j'ai choisi les opérations. Non pas parce que je manquais d'ambition, mais parce que j'avais vu ma grand-mère construire notre première propriété en portant une attention aux détails que personne d'autre ne valorisait. Elle avait compris quelque chose de fondamental. Le luxe, ce n'était pas les halls en marbre et les endossements de célébrités. C'étaient les petites choses invisibles qui faisaient que les clients se sentaient pris en charge sans savoir pourquoi. Pendant que Clay passait ses 20 ans à des événements de réseautage de la NBA et à des cocktails pour investisseurs, apprenant à charmer les capital risqueurs et à perfectionner son discours d'ascenseur sur la disruption de l'hôtellerie de luxe. Je passais les miens à apprendre comment les complexes fonctionnaient réellement. J'ai suivi notre directrice de l'entretien ménager, Maria, à 5 heures du matin, la regardant former le nouveau personnel au lit au carré et à la manière précise de plier les serviettes pour qu'elles ressemblent à de l'art. J'ai appris à négocier avec les fournisseurs de produits biologiques en espagnol parce que notre chef de cuisine insistait sur le fait que des relations authentiques produisaient de meilleurs ingrédients que ne le pourraient jamais les contrats d'entreprise. J'ai résolu des pannes de CVC pendant le week-end de Noël lorsque notre propriété de Big Sur a perdu le chauffage et que 200 clients menaçaient de partir. J'ai passé 14 heures d'affilée avec notre superviseur de la maintenance, Tommy. Tous deux couverts de graisse et de poussière, bricolant une solution pour que tout le monde soit à l'aise jusqu'à l'arrivée des pièces de rechange. Tommy m'a appris à lire les systèmes de bâtiment comme un langage, à anticiper les pannes avant qu'elles ne se produisent, à entretenir l'équipement pour qu'il dure des décennies au lieu d'années. Ce n'étaient pas des moments qui figuraient dans les présentations aux investisseurs ou les profils des magazines de l'industrie.
Personne n'a écrit d'article sur la fois où je suis resté éveillé toute la nuit pour aider notre personnel de cuisine à préparer le petit déjeuner après que notre cuisinier du matin ait eu une urgence familiale. Personne n'a donné de récompense pour les protocoles de formation que j'ai développés et qui ont réduit notre rotation du personnel de 40%. Ou les relations avec les fournisseurs que j'ai établies et qui nous ont permis d'obtenir de meilleurs prix sans sacrifier la qualité. Mais ils comptaient. Ils ont construit quelque chose de réel. À 30 ans, j'avais personnellement transformé 3 propriétés sous-performantes en complexes de destination que les clients réservaient 6 mois à l'avance. Monterrey avait été ma plus grande fierté. Un hôtel démodé des années 1980 avec une bonne structure et un emplacement côtier spectaculaire que personne ne commercialisait correctement. J'avais supervisé chaque détail de sa rénovation, non seulement les décisions architecturales dont Clay s'est ensuite attribué le mérite dans les présentations au conseil d'administration, mais aussi les petites touches qui séparaient les hôtels adéquats des expériences inoubliables. Le nombre de fils de nos draps, 600 fils de coton égyptien, lavé exactement 3 fois avant l'utilisation par le client pour obtenir une douceur optimale sans cette sensation de tissu neuf et rigide. La hauteur de nos pommes de douche, positionnées pour accommoder à la fois les clients de grande taille et ceux de taille moyenne sans nécessité d'ajustement. Le profil olfactif de nos halls, un mélange personnalisé qui évoquait la sauge côtière et l'air marin sans être écrasant. Les protocoles de formation qui apprenaient à notre personnel de réception à se souvenir des préférences de boissons et des choix d'emplacement de chambre des clients réguliers sans que cela ne paraisse intrusif ou étrange. Ces détails ont porté nos taux d'occupation à 92% toute l'année, alors que nos concurrents atteignaient en moyenne 70%. Ils nous ont valu des prix de reconnaissance de l'industrie que Clay acceptait au nom de l'entreprise pendant que je restais en arrière pour gérer les propriétés qui généraient réellement les revenus. Ils ont créé une culture où le personnel était véritablement fier de son travail parce qu'il comprenait qu'il ne se contentait pas de nettoyer des chambres ou d'enregistrer des clients. Ils créaient des expériences dont les gens se souvenaient pendant des années. Monterrey est devenu notre emplacement le plus rentable, générant des rendements qui finançaient les rêves d'expansion de Clay et ses présentations aux investisseurs sur le développement de la marque à l'échelle nationale. Mon bureau pendant tout ce temps était une salle de stockage convertie au 3e étage de notre siège social de Palo Alto. Il n'avait pas de fenêtre, à peine assez d'espace pour mon bureau et les classeurs qui contenaient 17 ans de documentation opérationnelle, et une odeur persistante de produits de nettoyage provenant du placard du concierge à côté. Pendant ce temps, Clay occupait la suite de direction que notre mère avait conçue pour lui au dernier étage, des fenêtres du sol au plafond donnant sur la baie de San Francisco. Des meubles sur mesure d'Italie, des œuvres d'art originales sur les murs. Ça ne m'a jamais dérangé. Pas vraiment. Je mesurais le succès différemment de Clay. Il comptait les articles de magazines, les invitations à des conférences et les abonnés sur LinkedIn. Je comptais les scores de satisfaction des clients qui restaient au-dessus de 95% et le personnel qui était avec nous depuis 10, 15, 20 ans parce qu'ils se sentaient valorisés. Je comptais les notes de remerciement que nous recevions des familles qui avaient créé des souvenirs dans nos propriétés, des couples qui s'étaient fiancés dans notre établissement de Big Sur, des clients qui revenaient chaque année parce que notre personnel se souvenait d'eux. Nous construisions des choses différentes, même si nous étions censés les construire ensemble. Cette boussole que je gardais dans le tiroir de mon bureau était plus qu'un simple héritage familial. Ma grand-mère l'avait utilisée dans les années 70 en repérant des propriétés côtières, parcourant la Californie dans un break déglingué, à la recherche d'endroits au potentiel inexploité. Notre première propriété avait été ce motel de bord de route en faillite à Monterrey que tout le monde lui disait être un terrible investissement. Trop petit, trop démodé, mauvais emplacement. Elle avait vu quelque chose qu'il n'avait pas vu. Elle avait compris que les fondations importent plus que les façades. Que le travail peu glamour de construire quelque chose de solide survit à l'éclat temporaire de l'attrait superficiel. Cette boussole me rappelait chaque jour ce qui comptait vraiment. Pas les discours de Clay aux investisseurs ou la vision stratégique de notre mère ou la reconnaissance de l'industrie. Le travail lui-même, les gens, les clients, les fondations. La dynamique familiale qui a façonné tout cela était assez subtile pour qu'il me faille des années pour en reconnaître le schéma. Notre mère, Margaret, était brillante. Elle avait développé Crescent Bay grâce à des acquisitions judicieuses et un instinct pour les emplacements côtiers qui prendraient de la valeur, mais elle était aussi prisonnière d'un système de croyances dépassé où les fils devaient être préparés au leadership. Tandis que les filles pouvaient être brillantes dans des rôles de soutien. Clay a la vision, disait-elle, généralement lors des dîners de famille où elle l'interrogeait sur les initiatives stratégiques et me demandait de faire un rapide point opérationnel. Tu as l'exécution.
C'est ce qui vous rend tous les deux précieux. Quand j'étais plus jeune, cela ressemblait à un compliment. Tous deux précieux, tous deux importants. En vieillissant, j'ai reconnu cela comme une limitation. Clay, de 4 ans mon cadet, avait été envoyé dans des écoles de commerce d'élite et avait suivi une formation aux médias. Il avait été introduit dans les cercles du capital risque et on lui avait appris à parler leur langage de disruption, d'échelle et de conquête de marché. Il avait été positionné dès l'adolescence comme l'avenir de Crescent Bay, l'héritier présomptif qui prendrait le succès régional de Margaret et le développerait à l'échelle nationale. J'avais été positionné comme les opérations, la sœur fiable qui rendait la vision de Clay possible, l'épine dorsale invisible. Les dîners de famille sont devenus un rituel de cette dynamique. Margaret passait 30 minutes à discuter de la dernière réunion d'investisseurs de Clay ou de ses réflexions sur l'expansion dans le nord-ouest du Pacifique. Elle passait 5 minutes sur mon point opérationnel, m'interrompant généralement si j'entrais trop dans les détails parce que, nous n'avons pas besoin de nous perdre dans les détails. J'ai regardé Clay s'attribuer le mérite de succès que j'avais orchestré. Je l'ai regardé charmer les membres du conseil d'administration avec des présentations construites à partir de données que j'avais compilées, d'idées que j'avais développées, de stratégies que j'avais conçues. J'ai vu mon nom disparaître progressivement des documents destinés aux investisseurs et des communiqués de presse jusqu'à ce que le récit du succès de Crescent Bay ne concerne plus que son leadership et sa vision. L'érosion était insidieuse, pas assez dramatique pour être confrontée sans paraître mesquine ou jalouse, mais assez corrosive pour que notre lien fraternel se dissolve complètement au fil des ans. Au moment où Clay est devenu PDG, nous étions des collègues qui partageaient un ADN, pas une famille qui travaillait ensemble. Il y a environ 18 mois, l'érosion s'est accélérée pour devenir quelque chose de plus délibéré. Clay a cessé de m'inclure dans les réunions de planification stratégique, affirmant qu'il s'agissait de sessions de vision de haut niveau qui ne nécessitaient pas d'apport opérationnel. Il a commencé à remettre en question mes recommandations budgétaires devant le personnel subalterne, sapant mon autorité de manière qui semblait minime individuellement, mais qui était dévastatrice cumulativement. Il a réaffecté mes meilleurs éléments, des directeurs d'établissement que j'avais personnellement embauchés et formés, à des projets qu'il contrôlait directement, construisant progressivement une structure opérationnelle parallèle qui m'excluait entièrement. Il m'effaçait systématiquement du récit de Crescent Bay, se positionnant comme le seul architecte de notre succès. Je ne comprenais pas pourquoi il le faisait de manière si agressive, pourquoi l'effacement s'était accéléré si soudainement. Mais je le sentais. Je sentais mon influence diminuer jour après jour, réunion après réunion. Et puis notre mère a annoncé qu'elle se retirait pour un rôle de présidente du conseil. Clay deviendrait PDG. Sa première décision exécutive, 9 jours après son entrée en fonction, fut de me renvoyer. Debout dans ce bureau, le regardant emballer mes affaires avec une satisfaction évidente, j'ai compris quelque chose que j'avais évité pendant des années. Clay ne voulait pas seulement le crédit pour ce que nous avions construit. Il voulait que je parte. Il voulait que l'histoire soit exclusivement la sienne, censeur en arrière-plan pour compliquer le récit de son leadership visionnaire. Tu recevras 8 mois d'indemnité de départ, avait-il dit, vérifiant sa Rolex, un cadeau de notre mère pour son MBA. Nous sommes plus que généreux. Les RH ont les papiers prêts. 8 mois, après 17 ans, après avoir transformé 3 propriétés en faillite en destination de choix, après avoir bâti une culture que les concurrents essayaient de reproduire. Après avoir généré les revenus qui finançaient chaque plan d'expansion qu'il avait jamais proposé. J'ai ramassé cette boîte contenant la photo de ma grand-mère, mon diplôme de Stanford et 17 ans de souvenirs. Et je suis sorti du siège de Crescent Bay pour ce que je supposais être la dernière fois. Mais en m'éloignant en voiture, passant devant le bâtiment où j'avais passé la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas la dévastation, la colère ou le chagrin, bien que cela viendrait plus tard. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'était une certitude froide et claire. Clay avait commis une erreur catastrophique. Et dans exactement 10 semaines, il allait découvrir à quel point elle était catastrophique. Le lendemain de mon licenciement, je me suis réveillé à 5 heures du matin, par pure habitude. Pendant 17 ans, c'était ma routine. Vérifier les rapports d'incidents de la nuit des 6 propriétés. Régler les problèmes avant qu'ils ne remontent aux clients. Commencer la journée en résolvant des problèmes. Ma main a cherché mon téléphone automatiquement. Une mémoire musculaire s'attendant au flux familier de notifications. Rien. Pas de rapport d'incident. Pas de message des directeurs de nuit.
Pas d'appels matinaux pour des pannes de plomberie ou des plaintes de clients. Juste le silence. Le genre de silence qui vient quand on est effacé de quelque chose qu'on a construit de ses propres mains. J'ai fait du café et je me suis assise sur le balcon de mon appartement surplombant Santa Monica, regardant le ciel passer du bleu profond au gris pâle. Des joggeurs matinaux passaient en bas, des gens promenant leurs chiens, le rythme ordinaire de la vie continuant comme si mon monde ne s'était pas effondré. Un porte-conteneur se déplaçait lentement sur l'eau au loin, stable et délibéré, et je me suis surprise à envier son but simple, se déplaçant d'un point à un point baissant les complications de la famille, de la loyauté ou de la trahison. Mon téléphone a vibré à 6h47. Un SMS de Sophia, notre directrice des opérations à Monterrey. Blair, j'ai appris ce qui s'est passé. Je n'arrive pas à y croire. Les nouveaux consultants sont arrivés hier après-midi et ils changent déjà tout. Ils ont réduit le budget de formation de 40%, on dit que nos normes de service sont excessives, et on dit aux services d'entretien ménager qu'ils peuvent réduire le service de préparation de la chambre pour la nuit aux chambres essentielles uniquement. Le personnel est dévasté. Maria de l'entretien ménager pleurait dans mon bureau. Elle est ici depuis 14 ans et a dit qu'on ne l'avait jamais traitée comme si son travail n'avait pas d'importance. Je suis vraiment désolé que cela te soit arrivé. Je suis sous le choc. Sophia. Je fixai le message jusqu'à ce que l'écran s'éteigne, puis je le relus. Maria. Je pouvais l'imaginer exactement, 53 ans, originaire du Guatemala, qui avait commencé comme femme de chambre et avait gravi les échelons jusqu'à devenir superviseur de l'entretien ménager par sa seule dévotion et sa compétence. Elle était véritablement fière de ses lits au carré parfait et des petits animaux en origami qu'elle laissait sur les oreillers pour les clients avec des enfants. Elle m'avait dit une fois que son travail comptait parce qu'elle créait un espace où les gens pouvaient se reposer, se sentir pris en charge, créer des souvenirs avec leur famille. Et maintenant, un consultant qui n'avait probablement jamais nettoyé une chambre de sa vie lui disait que son savoir-faire était excessif. Mes doigts ont survolé le clavier. Chaque instinct en moi me criait d'appeler Sophia immédiatement, de lui expliquer comment s'opposer aux consultants, de protéger le personnel que j'avais passé des années à former et à valoriser. C'étaient mes gens. J'en avais embauché la plupart personnellement. J'avais bâti une culture où l'excellence comptait, où le personnel comprenait que son travail avait un sens au-delà de la simple exécution de tâches sur une liste. Mais je me suis retenu, j'ai forcé mes mains à poser le téléphone. Ce n'était plus mon problème. Clay voulait le contrôle total. Il pouvait gérer les conséquences. J'ai tapé une réponse simple, merci de m'en informer. Je suis désolé que vous ayez à gérer ça. Pas de conseils, pas de solution, pas de sauvetage. Le message semblait inadéquat et froid, mais il était nécessaire. Je devais laisser les décisions de Clay se dérouler sans interférence. Pourtant, le SMS de Sophia me hantait. Je n'arrêtais pas de prendre mon téléphone, de le relire, d'imaginer Maria pleurant dans le bureau de Sophia après 14 ans de travail dévoué. À 11h30, un autre message est arrivé. Celui-ci de ma mère. Déjeuner aujourd'hui. Il Fornaio. 12h30, Il Fornaio était un restaurant italien chic à Palo Alto, à 2 pâtés de maison de notre siège social. Nous y avions mangé occasionnellement au fil des ans, généralement pour discuter d'affaires que ma mère ne voulait pas voir entendues au bureau. Le choix du lieu n'était pas accidentel. Ce ne serait pas un déjeuner mère-fille décontracté. Je suis arrivé pile à l'heure. Margaret était déjà assise à une table d'angle, ayant l'air en tout point de la femme de pouvoir élégante qui avait quadruplé la valeur de notre entreprise en 3 décennies. Ses cheveux argentés étaient parfaitement coiffés. Son tailleur était d'Armani. Son expression était soigneusement neutre. Elle venait probablement directement du bureau, de l'entreprise où je ne travaillais plus, des réunions auxquelles je n'assisterais plus. Il me l'a dit après l'avoir déjà fait, dit-elle au moment où je me suis assise. Pas de salutation, pas de « comment vas-tu ?» juste directement à sa défense. J'aurais géré ça différemment. Mais tu n'as pas annulé sa décision, ai-je observé tranquillement. Pas une accusation, juste un constat. Elle a soupiré, touchant son verre d'eau sans boire. Clay pense que Crescent B doit évoluer, devenir plus corporatiste, moins centré sur la famille dans sa structure de gestion. Et tu es d'accord, ai-je demandé, bien que son silence ait déjà répondu. Je pense, elle a fait une pause, choisissant ses mots avec la précision de quelqu'un qui a navigué dans la politique d'entreprise pendant 40 ans,
que ton frère a une vision d'expansion que le conseil trouve convaincante. Nouveau marché, nouvelle démographie, une stratégie de croissance plus agressive. Notre serveur est arrivé avec des menus dont aucune de nous n'avait besoin. Margaret a commandé sa salade César habituelle. J'ai commandé la même chose, bien que je n'ai pas d'appétit. Certains rituels persistaient même lorsque tout le reste s'effondrait. Après le départ du serveur, la voix de Margaret a baissé. Les beaux fonciers. Clay ne comprend pas pleinement ces arrangements. J'ai posé mon verre d'eau avec un soin délibéré. Les documents de l'entreprise expliquent tout en détail. Tu sais que ton frère ne lit pas les documents juridiques à moins que quelqu'un ne les lui résume. Elle m'a jeté un regard qui était à la fois une préoccupation maternelle et un calcul commercial. Les renouvellements approchent. 10 semaines, ai-je confirmé, la regardant droit dans les yeux. Mon avocat prépare les nouvelles conditions. Ma mère est devenue très immobile. J'ai vu la compréhension poindre sur son visage. Une compréhension mêlée de quelque chose qui ressemblait presque à de la fierté, mais aussi de l'inquiétude, peut-être même de la peur de ce qui allait suivre. « Qu'est-ce que tu prépares, Blair ?» La question flottait entre nous dans le restaurant élégant. Les autres clients, inconscients du drame familial qui se déroulait autour des graissins et de l'huile d'olive. La lumière du soleil filtrait par les fenêtres, attrapant les verres à vin et créant de petits arcs-en-ciel sur la nappe blanche. Tout semblait civilisé et agréable en surface. J'avais imaginé cette conversation pendant des années, pour être honnête. Le moment où ma planification minutieuse deviendrait visible, où la fille négligée aurait enfin un levier que le fils prodige ne pourrait égaler. Je m'attendais à ressentir de la satisfaction, de la justification, peut-être même du triomphe. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose de plus compliqué. De la tristesse mêlée de détermination. De l'amour pour ma mère mêlé d'une clarté froide sur le fait que la loyauté familiale n'avait toujours été qu'à sens unique. Des baux au prix du marché, ai-je dit finalement, ma voix stable. Ni plus, ni moins. Elle a hoché la tête lentement, absorbant les implications. Cela aura un impact significatif sur nos marges d'exploitation, surtout avec les dépassements de coûts de la rénovation de Monterrey. Oui, j'ai rencontré son regard sans ciller. Ce sera le cas. Nous avons déjeuné en silence, le genre de silence qui existe entre des personnes qui comprennent exactement ce qui n'est pas dit. Margaret avait bâti Crescent Bay à partir de presque rien. Elle connaissait les chiffres, les affaires, savait exactement ce que des baux au prix du marché feraient à la rentabilité de 3 propriétés phares. Elle savait que je retirais l'avantage financier que j'avais accordé à l'entreprise pendant 4 ans. Elle savait que cela ferait mal. Mais elle ne me demandait pas de reconsidérer ma décision. Elle ne s'excusait pas de ne pas avoir annulé la décision de Clay. Elle ne reconnaissait pas que, peut-être, renvoyer sa fille après 17 ans de service loyal n'était pas le leadership visionnaire que le conseil devrait célébrer. Alors que nous finissions de manger, elle a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Un rare geste d'affection physique de la part d'une femme qui avait bâti un empire en étant plus souvent dure que tendre. Ton frère voit les affaires comme une compétition à gagner, dit-elle doucement. Tu les as toujours vues comme quelque chose à construire et à protéger. Ne perds pas cette partie de toi. Quoi qu'il arrive ensuite. Je voulais lui demander ce qu'elle pensait qu'il allait arriver. Je voulais lui demander si elle savait que Clay prévoyait de me renvoyer, si elle l'avait encouragé ou simplement n'avait pas réussi à l'arrêter. Je voulais lui demander comment elle pouvait s'asseoir là à m'offrir des conseils sur le fait de ne pas me perdre alors qu'elle venait de choisir l'ambition de mon frère plutôt que ma loyauté. Mais je n'ai posé aucune de ces questions car je connaissais déjà les réponses et les entendre prononcer à haute voix ne changerait rien. Je l'ai regardé retourner à sa voiture, au bureau, à Clay et au conseil d'administration et à l'entreprise que nous avions bâtie ensemble. Ses épaules étaient droites, sa démarche assurée, en tout point la femme d'affaires qui n'avait jamais laissé le sentiment interférer avec la stratégie. Et j'ai compris quelque chose avec une clarté absolue. J'étais vraiment seul maintenant. Pas de mère à qui faire appel, pas de frère avec qui raisonner, pas de filet de sécurité familiale pour me rattraper. Quoi qu'il arrive ensuite, je devrais le gérer seul. La prise de conscience aurait dû me terrifier. Au lieu de cela, c'était presque libérateur. Cet après-midi-là, au lieu de me vautrer dans l'apitoiement ou d'envoyer des candidatures, j'ai passé un seul appel téléphonique à Rebecca Lansigne, une ancienne collègue qui avait quitté Crescent Bay il y a 5 ans pour créer son propre cabinet de conseil en hôtellerie de charme. J'ai entendu,
a dit Rebecca au moment où elle a répondu, sans se soucier des politesses. L'industrie en parle déjà. Clay prend des décisions qui n'ont aucun sens pour les gens qui comprennent vraiment les opérations. J'ai besoin d'informations, ai-je dit directement. Discrètement. Quel genre d'informations? Le genre qui explique pourquoi mon frère était si pressé de se débarrasser de moi en ce moment précis. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Alors tu penses que ce n'est pas seulement une question d'ego. Tu penses qu'il avait besoin que tu partes pour une raison précise. Exactement. Donne-moi quelques jours, a dit Rebecca. Si Clay prépare quelque chose, je le trouverai. Après avoir raccroché, je suis resté à la fenêtre de mon appartement à regarder le Pacifique. L'eau était d'un gris sombre aujourd'hui, agitée de moutons blancs, inquiète. Une tempête arrivait du nord. Les prévisions météorologiques annonçaient de fortes pluies pour le soir. J'ai pensé à la boussole de ma grand-mère, maintenant dans une boîte de mes affaires de bureau. Elle avait utilisé cette boussole pour naviguer sur la côte californienne, à la recherche d'opportunités que personne d'autre ne voyait. Elle avait bâti quelque chose à partir de rien grâce à sa détermination, sa vision et sa volonté de prendre des risques quand tout le monde disait qu'elle était folle. J'étais sa petite fille. J'avais hérité de plus que sa boussole. 3 jours plus tard, Rebecca a rappelé. Et ce qu'elle m'a dit a tout rendu soudainement terriblement clair. Tu as besoin de t'asseoir pour ça, a dit Rebecca quand elle a rappelé 3 jours plus tard. J'étais déjà assise, mais je comprenais ce qu'elle voulait dire. Son ton portait le poids d'informations qui allaient tout changer. J'ai rapproché mon ordinateur portable, prête à prendre des notes, et j'ai attendu. Blair, ton frère a monté une société hôtelière concurrente depuis 2 ans. Elle s'appelle Summit Coastal Collection. Les mots n'avaient pas de sens au début. Je les ai entendus, mais mon cerveau ne pouvait pas traiter leur signification. Une société concurrente tout en dirigeant Crescent Bay? Qu'est-ce que tu veux dire par concurrente? Ai-je demandé lentement. Je veux dire, il a déposé les statuts d'une SARL sous des sociétés écrans, utilisé le nom de jeune fille de sa femme et les noms de divers partenaires commerciaux pour le cacher. Il a obtenu des permis de développement préliminaires pour des complexes hôteliers de luxe à Santa Barbara, Carmel et Newport Beach. Mon estomac s'est noué. C'était exactement les marchés où Crescent Bay avait approuvé des plans d'expansion. J'avais assisté aux réunions confidentielles du conseil d'administration où nous avions discuté de ces emplacements, analysé les données démographiques, évalué le paysage concurrentiel. Clay avait été dans ces mêmes réunions, prenant des notes, posant des questions, volant notre stratégie. Il y a plus, a continué Rebecca, et je pouvais l'entendre feuilleter des papiers. J'ai réussi à obtenir une copie de son dossier de présentation par un contact investisseur. Blair, ce sont 47 pages de plans d'affaires détaillés et il décrit explicitement. Je lis ceci directement, exploiter 17 ans d'expertise opérationnelle et de relations clients établies développées chez Crescent Bay Resort Group pour conquérir des parts de marché dans les marchés côtiers de luxe mal desservis. 17 ans. Mais 17 ans. Il utilise nos données opérationnelles, a dit Rebecca. L'analyse démographique des clients, les protocoles de service, les méthodologies de formation, tout ce que tu as développé. Il présente les faiblesses de Crescent Bay, des choses que seul un initié connaîtrait, comme des opportunités de marché que sa nouvelle marque exploitera. Je me suis levé et je suis allé sur mon balcon, j'avais besoin d'air. Le Pacifique s'étendait devant moi, indifférent à la trahison humaine, constant et immuable. Une famille de 4 personnes s'installait sur la plage en contrebas. Les parents étendaient des serviettes pendant que leurs enfants couraient vers l'eau. Des gens normaux vivant des vies normales, sans frères qui commettent de l'espionnage industriel. Depuis combien de temps sais-tu ça, ai-je demandé, ma voix étonnamment stable. J'ai commencé à avoir des bribes il y a environ 3 jours, mais je voulais tout confirmer avant de t'appeler. En plus, il y a autre chose. Il a recruté du personnel de Crescent Bay. Quoi? Au moins 8 employés clés ont signé des accords préliminaires avec Summit Coastal. On leur offre des participations au capital à condition qu'ils quittent Crescent Bay dans les 6 prochains mois et qu'ils apportent leurs relations clients avec eux. Certains d'entre eux sont tes gens, des directeurs que tu as personnellement embauchés et formés. J'ai pensé aux SMS de Sophia sur les consultants qui réduisaient les budgets de formation et disaient aux services d'entretien ménager que leurs normes étaient excessives. J'ai pensé à Maria pleurant dans le bureau de Sophia. Maintenant, cela avait un sens terrifiant. Clay ne se contentait pas de réduire les coûts.
il dégradait délibérément les propriétés, les rendant moins précieuses, tout en construisant simultanément une marque concurrente qui débaucherait notre meilleur personnel et notre expertise opérationnelle. Il avait besoin que tu partes, dit Rebecca tranquillement. Tu es la seule personne à Cressembe qui comprend vraiment assez bien les opérations pour remarquer ce qu'il faisait. Tu aurais repéré le recrutement du personnel, remis en question les décisions stratégiques qui n'avaient pas de sens, examiné les permis et les licences. Il ne pouvait pas construire Summit Coastal avec toi qui le surveillais. J'ai fermé les yeux, sentant la dernière parcelle d'affection fraternelle se dissoudre complètement. Il ne s'agissait pas de Clay pensant qu'il pouvait mieux diriger l'entreprise sans moi. Il ne s'agissait pas d'ego, d'ambition ou même de dysfonctionnement familial. C'était un vol calculé. Il avait passé 2 ans à planifier de voler tout ce que j'avais construit, de le rebaptiser comme sa propre réalisation et de détruire l'entreprise de notre famille dans le processus. Merci, Rebecca, ai-je dit. Peux-tu m'envoyer tout ce que tu as trouvé? Déjà dans ton email. Blair, je suis désolé. Je sais que c'est ton frère. Il était mon frère, ai-je corrigé. Maintenant, c'est juste quelqu'un qui a fait une très grosse erreur. Après avoir raccroché, j'ai passé 2 heures à lire chaque document que Rebecca avait envoyé. Les dépôts de SARL, les permis de développement, le dossier de présentation avec ses photos glacées et ses données volées, les contrats de recrutement du personnel avec leurs exigences de transfert de connaissances. Chaque page me rendait plus en colère et, étrangement, plus calme, car maintenant je comprenais exactement à quoi j'avais affaire. J'étais sur le point d'envoyer les fichiers à mon avocat quand mon téléphone a de nouveau sonné. Numéro inconnu de San Francisco. Mademoiselle Hartwick. C'est Marcus Webb. Je suis au conseil d'administration de Cressembe. Je savais qui était Marcus. Un des amis de l'école de commerce de Clay. Quelqu'un que j'avais supposé être complètement dans la poche de mon frère. J'ai besoin que vous sachiez quelque chose, dit-il sans politesse. Et j'ai besoin que vous sachiez que j'appelle contre les intérêts de Clay, ce qui devrait vous dire quelque chose sur la gravité de la situation. Je vous écoute. J'ai rejoint le conseil de votre famille parce que je respectais la vision de votre mère et votre bilan opérationnel. Clay nous a dit que vous partiez volontairement. Il a dit que vous étiez épuisé, que vous vouliez vous lancer dans le conseil indépendant, que c'était une transition à l'amiable. Nous pensions soutenir une sortie en douceur. Ce n'est pas ce qui s'est passé, ai-je dit sèchement. Je m'en rends compte maintenant. J'ai vu les conditions de renouvellement de vos baux, au prix du marché au lieu des tarifs préférentiels que vous accordiez à l'entreprise. Cela m'a amené à me poser des questions sur les raisons de ce changement. Et puis j'ai entendu des rumeurs sur quelque chose appelé Summit Coastal Collection. Ce ne sont pas des rumeurs, ai-je dit. J'ai la documentation. Il y a eu une longue pause. Clay nous a menti, dit Marcus, et il semblait vraiment en colère. Il a menti sur votre départ, et maintenant je comprends pourquoi. Il y a une réunion du conseil prévue pour demain après-midi. Il va proposer que Cressembe vende les propriétés de Monterey, Big Sur et Laguna Beach. Ma main se serra sur le téléphone. Pour quel motif? Il soutiendra que vos nouvelles conditions de bail les rendent financièrement non viables. Que nous devrions vendre rapidement pour minimiser les pertes avant que le marché ne se rende compte qu'elles sont en difficulté. Il a déjà une société d'évaluation qui prépare une analyse qui montrera que les propriétés valent moins qu'elles ne le sont réellement. La dernière pièce s'est mise en place avec une clarté dévastatrice. Clay voulait que Cressembe vende les propriétés à des prix de détresse. Ensuite, Summit Coastal, probablement par le biais de prête-noms ou d'investisseurs amis, les acquérait. Il exploiterait les complexes que j'avais construits tout en me payant un loyer pour le terrain, tout en détruisant l'entreprise familiale que notre grand-mère avait fondée. C'était brillant et sociopathique à parts égales. Pourquoi me dites-vous ça, ai-je demandé à Marcus. Parce que je n'aime pas qu'on me mente. Et parce que ce que Clay fait n'est pas seulement contraire à l'éthique, c'est potentiellement illégal. Il utilise sa position de PDG pour avantager une entreprise concurrente qu'il possède secrètement. C'est une violation du devoir de loyauté au minimum, peut-être de l'espionnage industriel, selon les informations exclusives qu'il a utilisées. Merci d'avoir appelé, ai-je dit. J'apprécie votre intégrité. Que allez-vous faire? Je ne suis pas encore sûr, ai-je menti. Je savais exactement ce que j'allais faire. Après que Marcus ait raccroché, je suis resté assise très immobile, réfléchissant aux options.
Je pouvais assister à la réunion du conseil demain, présenter les preuves de Summit Coastal, exposer publiquement la trahison de Clay. Cela serait satisfaisant. Cela lui donnerait aussi le temps de préparer une défense, de manipuler le récit, de potentiellement détruire des preuves. Ou je pouvais faire quelque chose de différent, de stratégique. J'ai ouvert mes contacts et trouvé un nom que je n'avais pas appelé depuis 3 ans. Catherine Winters, PDG de Pacific Luxury Group. Nous nous étions rencontrés lors d'une conférence de l'industrie hôtelière, et elle avait essayé de me recruter pour un poste de direction des opérations. J'avais refusé par loyauté familiale, la même loyauté qui m'avait valu d'être renvoyé et trahi. Son assistante a répondu, et j'ai été surprise quand Catherine est venue personnellement au téléphone en moins de 2 minutes. Blair Hartwick, dit-elle chaleureusement. J'ai entendu ce qui s'est passé à Crescent Bay. L'industrie est en effervescence. Les nouvelles vont vite, ai-je dit. Dans l'hôtellerie, c'est toujours le cas, surtout quand quelqu'un avec votre réputation est évincé par quelqu'un avec beaucoup moins d'expertise opérationnelle. Que puis-je faire pour vous? J'ai apprécié qu'elle ne fasse pas semblant d'ignorer les détails ou n'offre de fausses sympathies. J'ai besoin d'une réunion aujourd'hui si possible, et j'ai besoin que cela reste complètement confidentiel. J'ai un créneau à 15 heures. Mon bureau à San Francisco. Le bureau de Catherine était tout ce que celui de Clay avait été, et que le mien n'avait jamais été. Des fenêtres du sol au plafond donnant sur le Bay Bridge, des meubles sur mesure, des œuvres d'art originales, le genre d'espace conçu pour impressionner et intimider. Mais Catherine elle-même était étonnamment accessible, la cinquantaine, avec des yeux vifs et une franchise que j'ai immédiatement appréciée. Alors, dit-elle une fois que nous fûmes assises avec du café, j'ai entendu dire que Crescent Bay pourrait vendre certaines propriétés. 3 propriétés, ai-je confirmé, leurs plus rentables. Il y a une réunion du conseil demain où mon frère proposera les ventes. Et vous possédez le terrain sous ces propriétés, dit Catherine, ce n'était pas une question. Vous avez fait vos devoirs. Je le fais toujours. Alors, que proposez-vous, Blair? J'ai fait glisser le dossier sur son bureau. Tout ce que j'avais passé les 3 dernières heures à préparer. Données financières, mesures opérationnelles, score de satisfaction des clients, statistiques de rétention du personnel, analyse de marché, et ma proposition. Pacific Luxury acquiert les bâtiments lorsque Crescent Bay les vend. Je conserve la propriété du terrain mais offre des conditions de bail préférentielles, bien en dessous du prix du marché, et Pacific Luxury s'engage à conserver tout le personnel actuel avec des avantages améliorés. Catherine a examiné les documents en silence. Elle avait le genre de concentration qui me rappelait ma grand-mère. Voyant au-delà des détails de surface pour la valeur sous-jacente. Pourquoi ne pas simplement augmenter le loyer et continuer à encaisser les chèques, demanda-t-elle finalement. Vous gagneriez plus d'argent avec moins de travail. Parce que mon frère prévoit d'acquérir les propriétés lui-même par le biais de sa marque concurrente, ai-je expliqué. Je préfère choisir mes partenaires commerciaux plutôt que d'être coincé avec quelqu'un qui a passé 2 ans à me voler. Marque concurrente, les sourcils de Catherine se sont haussés. Je lui ai montré le dossier de Rebecca sur Summit Coastal Collection. J'ai regardé son expression passer de la surprise à la compréhension, puis à quelque chose comme du respect. C'est audacieux, dit-elle. Et stupide. Utiliser des informations exclusives tout en étant PDG. C'est un suicide professionnel si quelqu'un le découvre. Quelqu'un est sur le point de le découvrir, ai-je dit. Mais je préférerais que la découverte se produise après que j'ai sécurisé l'avenir des propriétés et du personnel avec qui je les ai construites. Pacific Luxury a la réputation de maintenir des normes de qualité et de valoriser les employés lors des acquisitions. Cela compte plus pour moi que le profit maximum. Catherine m'a étudié pendant un long moment. Les entreprises familiales sont compliquées, dit-elle finalement. Il ne s'agit plus de famille, ai-je répondu. Il s'agit de protéger ce que j'ai construit de quelqu'un qui était prêt à le détruire pour son propre gain. Elle a souri légèrement. Construisons quelque chose de mieux. L'équipe juridique de Catherine a agi avec une rapidité impressionnante. Dans les 48 heures suivant notre réunion, j'ai reçu un projet de proposition d'acquisition plus complet que tout ce que j'aurais pu créer moi-même. Les conditions dépassaient la valeur marchande actuelle des propriétés, malgré les défis opérationnels que les décisions de Clay créaient. Catherine comprenait quelque chose que mon frère n'avait jamais compris. Ma vraie valeur n'était pas seulement la propriété du terrain. C'était la connaissance institutionnelle,
les relations avec le personnel, l'expertise opérationnelle qu'il faudrait des années à tout acheteur extérieur pour reproduire. Mais la vitesse a créé son propre problème. Pendant que les avocats rédigeaient des contrats et effectuaient des vérifications préalables, de vraies personnes souffraient de la mauvaise gestion de Clay. Je continuais à recevoir des SMS du personnel, ne demandant pas d'aide directement, mais partageant leurs frustrations et leurs confusions. Les consultants avaient éliminé notre fournisseur de pain artisanal au profit de petits pains surgelés d'un distributeur national. Ils avaient supprimé entièrement notre service de préparation de la chambre pour la nuit, le qualifiant de redondant. Ils avaient réduit le personnel d'entretien ménager au point où un nettoyage en profondeur était impossible, juste un entretien de surface. J'étais face à un choix. Rester silencieuse et laisser l'incompétence de Clay se dérouler, ou rassurer tranquillement les personnes avec qui j'avais bâti Cressembe et que quelqu'un veillait, que leur loyauté envers la qualité compterait. J'ai fait un compromis. J'ai d'abord appelé Sophia, utilisant mon portable personnel pour appeler le sien, un jeudi soir, sachant qu'elle serait rentrée de Monterrey. Blair, répondit-elle, sa voix un mélange de soulagement et de prudence. Je n'étais pas sûr si je devais te recontacter. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, ai-je dit directement. Et j'ai besoin que tu me fasses confiance sans que je puisse tout expliquer pour l'instant. D'accord. Pas d'hésitation. Et cette confiance signifiait tout. Documente tout. Ce que les consultants changent, chaque réduction des normes de service, chaque politique qui contredit ce que nous avons construit, chaque plainte de clients qui résulte de leurs décisions. Tiens des registres détaillés avec les dates et les détails. Cela comptera bientôt. Il y a eu une pause. Blair, est-ce que tu... Je ne peux pas en dire plus pour l'instant, mais Sophia, ton travail est en sécurité. Plus que ça. Fais-moi confiance, encore quelques semaines. Je pouvais l'entendre expirer. Je savais que tu ne nous abandonnerais pas. Je l'ai dit à Maria. Je l'ai dit à tout le monde. Après avoir raccroché, j'ai passé des appels similaires à Tom, notre responsable des opérations à Big Sur, et à Alicia, la responsable de la réception à Laguna Beach. 3 autres personnes clés qui étaient avec moi depuis des années, qui comprenaient ce que nous avions construit, qui le regardaient s'effondrer sous l'arrogance de Clay. Je n'ai jamais mentionné explicitement Pacific Luxury ou la stratégie d'acquisition, mais je me suis assuré qu'il savait que quelqu'un veillait, que quelqu'un s'en souciait, que quelqu'un agirait. Ces conversations violaient la séparation nette que Clay avait imposée. Mais je m'en fichais. Ces personnes avaient bâti quelque chose de significatif à mes côtés, et je ne les abandonnerais pas pendant que des jeux d'échecs d'entreprise se déroulaient. 3 semaines après mon licenciement, California Coastal Property, une publication professionnelle respectée de l'industrie, a publié un article qui a tout changé. Je prenais un café sur mon balcon lorsque Sophia m'a transféré le lien avec un seul mot, waouh. Le titre disait, le groupe Cressembe et Resort fait face à des défis opérationnels au milieu d'une transition de direction. J'ai lu attentivement. L'article notait une baisse des scores de satisfaction des clients dans 3 propriétés phares, une augmentation du renouvellement du personnel et des rumeurs de restructuration stratégique, impliquant potentiellement des ventes d'actifs. Il mentionnait que Pacific Luxury Group, connu pour l'acquisition de propriétés côtières en difficulté et leur retour à la rentabilité, avait exprimé son intérêt pour des actifs côtiers californiens de premier ordre subissant actuellement des transitions opérationnelles. L'article ne me nommait jamais directement, mais quiconque dans notre industrie ferait immédiatement le lien. L'épine dorsale opérationnelle avait été retirée, les propriétés déclinaient, et un concurrent respecté tournait autour. Le calendrier était trop spécifique pour être une coïncidence. Mon téléphone a sonné moins d'1 heure plus tard. Margaret. As-tu vu l'article ? Demanda-t-elle sans préambule. Oui. Clay est furieux. Il pense que tu es derrière tout ça. Je n'ai parlé à aucun journaliste, ai-je dit honnêtement. Je n'en avais pas eu besoin. L'industrie observait, tirant ses propres conclusions à partir de faits observables. Il a envoyé un email à toute l'entreprise niant tout. Mais Blair, le conseil a rejeté sa proposition de vendre les propriétés ce matin. Ils veulent plus d'informations sur les défis opérationnels avant de prendre toute décision de cession. J'ai siroté mon café en regardant un pélican plonger pour pêcher dans les vagues en contrebas. Cela semble prudent. Il sait que tu as rencontré Pacific Luxury, dit Margaret tranquillement. Il a engagé quelqu'un pour te suivre. Cela aurait dû m'alarmer, mais au lieu de cela, j'ai presque ri.
Clay était si convaincu que tout tournait autour de lui, des attaques, de la compétition et de la guerre d'entreprise. Il ne lui était pas venu à l'esprit que peut-être, je construisais simplement quelque chose de nouveau, protégeant les personnes qu'il avait blessées, créant de la valeur qui ne tournait pas du tout autour de lui. « Qu'est-ce que tu essaies d'accomplir » demanda Margaret, et j'ai entendu une véritable confusion dans sa voix. « Je protège ce que j'ai construit » ai-je dit simplement. « De la même manière que tu me l'as appris. » Elle est restée silencieuse un long moment. Le conseil veut des réponses sur les propriétés, sur les arrangements de bail, sur ce qui se passe réellement sur le plan opérationnel. Alors il devrait demander à quelqu'un qui connaît vraiment les opérations, ai-je dit. Oh, attendez. Ils l'ont renvoyé. J'ai immédiatement regretté la dureté de mes propos, mais Margaret a juste soupiré. 2 jours plus tard, Sophia a appelé avec une information qui a de nouveau tout changé. Blair, il s'est passé quelque chose hier que tu dois savoir. Clay a tenu une réunion avec les chefs de service à Monterey. Il examinait les rapports financiers quand son avocat a souligné quelque chose. Apparemment, ils viennent de découvrir que les paiements fonciers que nous effectuons depuis 4 ans, ils t'étaient destinés. Je m'attendais à cette découverte un jour ou l'autre, mais le moment m'a surprise. Et Clay a complètement perdu les pédales. Il a commencé à crier sur les conflits d'intérêts cachés et la manipulation d'entreprise. Il a convoqué une réunion d'urgence du conseil pour cet après-midi. Il soutient que tu t'es secrètement positionné pour saboter l'entreprise. Les paiements sont tous documentés dans les rapports financiers de l'entreprise, ai-je dit calmement. Chaque membre du conseil les a reçus annuellement pendant 4 ans. C'est ce que Marcus Webb a dit. Il a interrompu Clay et a souligné que si Clay n'avait pas lu les informations financières, c'était son échec, pas ta tromperie. Blair, c'était brutal. La crédibilité de Clay auprès du conseil s'effondre. Après que Sophia ait raccroché, je suis resté assise très immobile, réfléchissant aux implications. Clay paniquait, faisait des erreurs, m'attaquait publiquement, ce qui signifiait qu'il était désespéré, ce qui signifiait qu'il savait que ses plans s'effondraient, mais ne pouvait pas encore voir la situation dans son ensemble. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Rebecca. « Appelle-moi. » Non, j'ai trouvé quelque chose d'énorme. J'ai appelé immédiatement. « Blair, j'ai trouvé les contrats de recrutement » a dit Rebecca sans préambule. Clay a signé des accords avec 8 employés clés de Crescent Bay, leur offrant des participations au capital de Summit Coastal Collection. Je savais qu'il recrutait du personnel, ai-je dit. Tu me l'as déjà dit. Mais je n'avais pas les contrats réels avant. Maintenant, je les ai. Et Blair, ils sont explicites. Les offres d'emploi sont conditionnelles au départ des employés de Crescent Bay dans les 6 mois et à l'apport de leurs relations clients. Les contrats exigent qu'ils partagent leurs connaissances opérationnelles, les préférences des clients, les protocoles de service, tout ce qu'ils ont développé à Crescent Bay. Ma main se serra sur le téléphone. Ce n'est pas seulement du débauchage de personnel. C'est de l'espionnage industriel, a terminé Rebecca. Exactement. Un des avocats contactés pour examiner ces contrats a eu des préoccupations éthiques concernant les exigences de transfert de connaissances. Il a pris contact via notre réseau car il connaissait mon histoire avec Crescent Bay. Il voulait que quelqu'un sache ce qui se passait. Envoie-moi tout, ai-je dit. En moins d'1 heure, j'avais le tableau complet. La marque de complexe hôtelier concurrente de Clay avec ses marchés stratégiques volés. Les permis de développement déposés alors qu'il était directeur des opérations puis PDG. Le dossier de présentation avec les données opérationnelles exclusives que j'avais développées. Les contrats de recrutement du personnel avec leurs exigences de transfert de connaissances. Le plan visant à forcer Crescent Bay à vendre des propriétés à des prix de détresse pour que Summit Coastal puisse les acquérir. Ce n'était pas de la concurrence commerciale. Ce n'était même pas de l'entrepreneuriat agressif. C'était le vol systématique de 17 ans de mon travail déguisé en leadership visionnaire. J'ai tout transmis à Marcus Webb avec un simple message. Je pense que le conseil devrait voir à quoi il a vraiment affaire avant de prendre des décisions sur la vente de propriétés. Marcus a rappelé moins d'1 heure plus tard. Sa voix était tendue de colère contenue. J'ai examiné tout ce que vous avez envoyé. C'est pire que ce que je pensais. Bien pire. Oui, ai-je dit simplement. Nous devons avoir une autre réunion du conseil. Une vraie, avec des informations complètes. Et Blair, vous devez être là. J'ai regardé le Pacifique,
pensant à la boussole de ma grand-mère, aux fondations et aux façades, à la différence entre ce qui semblait impressionnant et ce qui comptait vraiment. J'y serai, ai-je dit. Mais je ne viens pas pour me défendre. Je viens pour présenter des faits. Ce que le Conseil fera de ces faits et leurs décisions. Entendu, a dit Marcus. La réunion est prévue pour mardi prochain, 14 heures. Après avoir raccroché, j'ai senti quelque chose d'inattendu s'installer dans ma poitrine. Pas de la satisfaction ou de la justification, mais de la clarté. Pendant 17 ans, j'avais construit quelque chose de réel, tandis que Clay s'était bâti une réputation. Maintenant, nous serions tous les deux mesurés par ce que nous avions réellement créé par rapport à ce que nous avions prétendu. Et je n'avais plus peur de cette comparaison. Le week-end avant la réunion du conseil, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai éteint mon téléphone et j'ai fait un long trajet en voiture le long de la côte. J'avais besoin de réfléchir sans interruption, de me préparer mentalement à ce qui allait arriver, de faire la paix avec le fait que j'étais sur le point de détruire la carrière de mon frère. J'ai conduit vers le nord, passé Malibu, passé Ventura, jusqu'à la propriété de Big Sur. Je ne suis pas entré. Je suis juste resté dans ma voiture sur le parking du point de vue, regardant le Pacifique s'écraser contre les rochers en contrebas. C'était l'une des propriétés que j'avais transformées. Un des endroits où j'avais passé d'innombrables heures à travailler avec le personnel, à perfectionner les détails, à construire quelque chose qui comptait. Clay voulait le voler, le rebaptiser, le revendiquer comme sa propre création. J'ai pensé à ma grand-mère, à cette boussole qu'elle avait utilisée pour repérer des emplacements, à la façon dont elle avait bâti quelque chose à partir de rien avec courage et intégrité, à la façon dont elle n'avait jamais pris de raccourci. Voler le crédit ou trahi les gens qui lui faisaient confiance. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai rallumé. 17 appels manqués, la plupart de numéros que je ne reconnaissais pas, mais un était de ma mère, daté de 23h47 la nuit précédente. Il y avait un message vocal. J'ai failli le supprimer sans l'écouter, mais quelque chose dans l'horodatage, près de minuit un samedi, m'a fait appuyer sur lecture. Blair, la voix de ma mère tremblait d'une manière que je n'avais jamais entendue. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas pour Summit Coastal. Marcus a envoyé le dossier complet à tous les membres du conseil hier. J'ai passé la soirée à tout lire et sa voix s'est brisée. Appelle-moi, s'il te plaît. Je suis restée assise là un long moment, regardant les oiseaux de mer tournoyer au-dessus de l'eau. Puis je l'ai rappelée. Elle a répondu à la première sonnerie. Blair. J'ai eu ton message. Il a utilisé des informations des réunions du conseil, dit-elle sans préambule, sa voix rauque d'un mélange de colère et de chagrin. Des marchés que nous avions décidés en sessions exécutives. Des projections financières de discussions privées. Des permis de développement déposés dans des villes que nous avions identifiées comme cibles d'expansion. Il nous a volé pendant que je défendais sa vision, pendant que je te disais qu'il avait besoin d'espace pour diriger. Je suis restée silencieuse, la laissant digérer. Je l'ai choisi plutôt que toi, a continué Margaret. Et maintenant, je pouvais entendre qu'elle pleurait. Tu m'avais prévenu il y a 4 ans des vulnérabilités. Tu nous as protégés en achetant ce terrain. Tu as sauvé cette entreprise pendant qu'il prévoyait de la détruire. Et je l'ai défendu quand il t'a renvoyé. Je t'ai dit qu'il avait une vision, que tu devais faire confiance à son leadership. Le silence entre nous s'est étiré, portant des décennies de dynamique familiale que je n'avais jamais pleinement articulée. Moi étant la fiable, tandis que Clay était le favori. L'exécution étant moins valorisée que la vision. Les filles étant priées de soutenir les ambitions de leurs frères plutôt que de construire les leurs. Maman, ai-je dit finalement, ma voix douce mais ferme. Tu m'as appris à me protéger. Tu m'as mis en garde contre Clay il y a 4 ans. Tu m'as dit qu'il voyait les entreprises comme des trophées à gagner. Tu m'as dit de préserver mon propre avenir. À un certain niveau, tu savais que cela pouvait arriver. Tu espérais juste que non. Son silence a confirmé ce que nous comprenions toutes les deux. Elle avait vu l'égoïsme de Clay, sa volonté de s'attribuer le mérite du travail des autres, sa vision des affaires comme quelque chose à conquérir plutôt qu'à construire. Elle m'avait prévenu de me protéger précisément parce qu'elle craignait ce moment. Mais quand il est arrivé, elle avait quand même choisi de croire en sa vision plutôt qu'en ma loyauté. Qu'est-ce qui se passe maintenant, demanda-t-elle tranquillement. Ça dépend, ai-je répondu. De si le conseil veut protéger Crescent B ou protéger Clay.
Ce ne peuvent plus être la même chose, n'est-ce pas? Non, ai-je dit. Ce n'est pas possible. Nous avons parlé pendant encore 1 heure, la plus longue conversation réelle que nous ayons eue depuis des années. Margaret m'a parlé de sa culpabilité en voyant la trahison de Clay se dérouler, de sa découverte des dossiers de Summit Coastal et de sa prise de conscience que son fils lui mentait en face depuis 2 ans. Elle m'a dit qu'elle se sentait comme si elle ne connaissait pas son propre fils, et je n'ai pas eu le cœur de lui dire que peut-être elle ne l'avait jamais vraiment connu. Quand nous avons finalement raccroché, je suis resté dans ma voiture à regarder le coucher de soleil peindre le Pacifique de nuances d'orange et d'or. Puis je suis retourné à Santa Monica et j'ai passé le reste du week-end à me préparer pour la réunion de mardi. L'équipe de Catherine avait travaillé d'arrache-pied. La proposition d'acquisition qu'ils avaient rédigée était complète, des conditions financières qui dépassaient la valeur du marché, des garanties de maintien du personnel avec des avantages améliorés, des engagements à maintenir les normes de service. Et même des programmes de participation aux bénéfices pour la direction au niveau de la propriété. C'était le genre d'accord qui protégeait les gens, pas seulement les actifs. Mon propre avocat avait préparé quelque chose d'aussi complet. Une présentation documentant la trahison de Clay avec un niveau de détail qui ne laissait aucune place à l'interprétation. Des comparaisons côte à côte des plans stratégiques confidentiels de Crescent Bay et des permis de développement de Summit Coastal. Des extraits du dossier de présentation de Clay montrant des données opérationnelles exclusives, les contrats de recrutement du personnel avec leurs exigences de transfert de connaissances, une chronologie montrant exactement quand chaque acte de trahison avait eu lieu. J'avais aussi des rapports opérationnels montrant les dommages que la gestion de Clay causait en temps réel. Les scores de satisfaction des clients chutant de 95% à 73% en seulement 6 semaines. Le renouvellement du personnel en hausse de 35%. Des critiques en ligne mentionnant une baisse des normes de service, des chambres sales, un personnel indifférent. Des projections de revenus montrant que les propriétés deviendraient non rentables dans les 18 mois si la gestion actuelle continuait. Les preuves étaient dévastatrices, méthodiques, irréfutables. Catherine a tout examiné lundi après-midi dans son bureau. Quand elle a eu fini, elle m'a regardé avec un mélange de respect et d'inquiétude. Ce n'est pas de la vengeance, Blair, dit-elle avec précaution. C'est de la responsabilité. C'est les deux, ai-je admis. Je protège les gens et les principes qui me sont chers, mais je m'assure aussi que Clay fasse face aux conséquences de ce qu'il a fait. C'est ton frère. Il était mon frère, ai-je corrigé. Maintenant, c'est juste quelqu'un qui a fait une erreur catastrophique et qui est sur le point d'en découvrir le coup. Cette nuit-là, je suis resté sur mon balcon une dernière fois avant la réunion, pensant à tout ce qui m'avait amené ici. J'ai pensé à ma grand-mère fondant notre première propriété avec rien d'autre que de la détermination et une boussole. À ma mère bâtissant un empire grâce à des décisions judicieuses. À 17 ans de ma vie consacrée à créer quelque chose d'excellent. À Clay essayant systématiquement de tout voler. Et j'ai pensé au personnel, Maria, Sophia, Tom et Alicia, et tous les autres qui avaient bâti Crescent Bay à mes côtés, qui regardaient les normes s'effondrer, qui méritaient mieux qu'un PDG qui les voyait comme remplaçables. Il ne s'agissait plus seulement de moi. Ça n'avait jamais été le cas. Mardi matin est arrivé, clair et froid. Je me suis habillé avec soin, pas la tenue décontractée opérationnelle que j'avais portée pendant 17 ans, mais un tailleur qui signifiait les affaires, professionnel, impeccable, prête. Entrer dans la salle du conseil de Crescent Bay était surréaliste. Je n'étais pas entré dans cet espace depuis que Clay m'avait renvoyé il y a 6 semaines. La pièce était exactement la même. La longue table en acajou, les chaises en cuir, les fenêtres donnant sur Palo Alto, mais tout semblait différent. Clay était assis à la tête de la table où notre mère s'asseyait autrefois, son visage déjà tendu de colère défensive. Il s'était clairement préparé à la bataille. Margaret était assise à sa droite, l'air plus âgée et plus petite que je ne l'avais jamais vue. Les autres membres du conseil occupaient les sièges restants, leurs expressions soigneusement neutres. J'ai pris un siège à l'autre bout, j'ai posé mon dossier devant moi et j'ai attendu. Clay a commencé immédiatement, sa voix tranchante. Soyons clairs sur ce qui se passe ici. Ma sœur tente une manipulation d'entreprise par des manœuvres en coulisses, en utilisant la propriété foncière qu'elle a acquise dans des circonstances douteuses pour saboter la direction de cette entreprise et mon autorité en tant que PDG. Incorrect, ai-je répondu calmement, le regardant droit dans les yeux. J'exerce mes droits en tant que propriétaire foncier.
Et je fournis à ce conseil les informations dont il a besoin pour prendre des décisions éclairées sur l'avenir de Crescent Bay. J'ai fait glisser des dossiers à chaque membre du conseil avec un soin délibéré. Ces documents montrent que pendant qu'il était directeur des opérations puis PDG de Crescent Bay, Clay a secrètement développé Summit Coastal Collection. Une marque de complexe hôtelier de luxe concurrente ciblant des marchés que nous avons identifiés dans des sessions stratégiques confidentielles, en utilisant des données opérationnelles et des protocoles de service développés à Crescent Bay. Et en recrutant notre meilleur personnel avec des offres de participation au capital conditionnel au transfert de connaissances exclusives à son entreprise concurrente. La pièce est devenue absolument silencieuse. Les membres du conseil ont ouvert leur dossier et j'ai vu leurs expressions passer de la curiosité au choc, puis à la colère alors qu'ils traitaient ce qu'ils voyaient. Marcus Webb a parlé le premier, sa voix contrôlée mais tendue. Clay, ces permis de développement sont datés de l'époque où vous étiez directeur des opérations. Ils sont déposés à Santa Barbara, Carmel et Newport Beach. Les marchés exacts que nous avons discutés et approuvés en session exécutive de planification stratégique, des marchés où nous avons alloué un budget pour des études de faisabilité. Comment expliquez-vous avoir des permis pour des propriétés concurrentes à ces endroits? Le visage de Clay est devenu rouge. Les gens d'affaires explorent de multiples opportunités. Summit Coastal est complètement séparé de Crescent Bay. Il n'y a pas de conflit d'intérêt à poursuivre mes propres entreprises en dehors de mes responsabilités ici. Même lorsque ces entreprises prévoient explicitement de concurrencer la société que vous dirigez, ai-je demandé tranquillement. Même lorsque votre dossier de présentation, qui se trouve dans le dossier devant vous, décrit l'exploitation des connaissances opérationnelles et des relations clients de Crescent Bay. Même lorsque vous recrutez notre personnel avec des contrats leur demandant de partager des informations exclusives qu'ils ont développées en travaillant pour nous. Tu ne comprends rien aux affaires, Blair, a lancé Clay, et j'ai entendu le même ton méprisant qu'il avait utilisé en me renvoyant. Tu n'as jamais compris. C'est comme ça que les industries fonctionnent. La connaissance n'appartient pas à une seule entreprise. La propriété intellectuelle est en fait une propriété, a interrompu Marcus, sa patience clairement épuisée. Jennifer Park, un membre du conseil qui avait initialement soutenu la stratégie de croissance agressive de Clay, lisait le dossier de présentation avec une colère visible. Clay, cette présentation est datée d'il y a 3 mois. Vous aviez déjà obtenu 14 millions de dollars de financement en capital investissement. Vous aviez déposé des permis de développement dans 3 villes. Ce n'est pas de l'exploration d'opportunités. C'est une entreprise concurrente opérationnelle que vous construisiez tout en percevant votre salaire de PDG de Crescent Bay et en utilisant nos informations stratégiques confidentielles. Un autre membre du conseil a brandi les contrats de recrutement. Ces offres d'emploi sont conditionnelles au fait que le personnel apporte les relations clients et les connaissances opérationnelles de Crescent Bay. Ce n'est pas du réseautage. C'est de l'espionnage industriel. Clay a tenté une dernière défense, sa voix s'élevant. Elle vous manipule tous. Elle a acheté ce terrain spécifiquement pour créer ce levier, pour se positionner afin de m'attaquer. Il y a 4 ans, l'a coupé Marcus. Blair a acheté ce terrain il y a 4 ans pour protéger Crescent Bay des menaces extérieures. Vous l'avez renvoyé il y a 6 semaines après l'avoir systématiquement exclu des décisions pendant 18 mois. Sa préparation défensive n'est pas le problème ici, Clay. Votre trahison l'est. J'ai vu la confiance de mon frère s'effondrer en temps réel. Je l'ai vu réaliser qu'aucun charme ou manipulation ne pouvait surmonter des preuves documentées. Ses explications sont devenues désespérées, contradictoires, de plus en plus paniquées. Le conseil a voté à l'unanimité pour accepter la proposition d'acquisition de Pacific Luxury. Une seule abstention. Margaret, qui était assise immobile, fixant son fils avec une expression que je ne pouvais pas lire. Ils ont également voté pour demander la démission immédiate de Clay et lancer une enquête formelle sur l'utilisation par Summit Coastal des informations exclusives de Crescent Bay. Clay s'est levé brusquement, sa chaise raclant le sol. Vous faites tous une erreur. J'ai bâti cette entreprise. Non, ai-je dit tranquillement, me levant pour lui faire face de l'autre côté de la table. Grand-mère a bâti cette entreprise. Maman l'a fait grandir. Je l'ai dirigée. Tu t'en es attribué le mérite. Il y a une différence, Clay. Tu n'as simplement pas pu la voir avant qu'il ne soit trop tard. Il m'a fixé un long moment, et j'ai vu quelque chose vaciller sur son visage. Le choc que je me sois défendu. La rage que j'ai gagnée. Peut-être même le premier soupçon de compréhension de ce qu'il avait réellement fait.
puis il est sorti en trombe, claquant la porte assez fort pour faire trembler les parois de verre. Dans le silence qui a suivi, je n'ai pas ressenti de triomphe, mais quelque chose de plus compliqué. De l'épuisement mêlé de chagrin. Du soulagement mêlé de tristesse. Je venais de détruire la carrière de mon frère pour sauver tout le reste. C'était nécessaire. C'était douloureux. Et rien ne serait plus jamais pareil. Après la réunion du conseil, je suis resté assise dans ma voiture sur le parking de Cressambaie pendant 20 minutes, incapable de bouger. Mes mains tremblaient, mon cœur battait la chamade, et je me sentais à la fois épuisé et survolté. Je venais de détruire la carrière de mon frère. C'était nécessaire, justifié, étayé par des preuves irréfutables. Mais cela ne rendait pas la sensation moins pénible, comme si j'avais fait exploser une bombe au centre de ma famille. Marcus Webb m'a trouvé là. Il a doucement frappé à ma fenêtre et je l'ai baissé. « Ça va ?» a-t-il demandé. « Je ne sais pas », ai-je répondu honnêtement. Ce que vous avez fait là-dedans demandait du courage. Le conseil avait besoin de voir la vérité. Je sais, mais il est toujours mon frère. Ou il l'était. Marcus a hoché la tête avec compréhension. Catherine Winters m'a appelé il y a 1 heure. L'équipe juridique de Pacific Luxury est prête à avancer immédiatement si vous l'êtes. La transition peut commencer d'ici 1 semaine. J'ai regardé le bâtiment où j'avais passé 17 ans de ma vie. Où j'avais construit quelque chose dont j'étais fier, où mon frère avait essayé de m'effacer et de voler tout ce que j'avais créé. Commençons lundi, ai-je dit. Les 2 semaines suivantes ont été un tourbillon de documents juridiques, d'évaluations opérationnelles et de réunions du personnel. Catherine m'a officiellement engagé comme directrice des opérations côtières pour Pacific Luxury, me donnant l'autorité de superviser la transition d'acquisition pour les 3 propriétés. Le titre m'a semblé étrange au début. Pendant 17 ans, je n'avais jamais eu un titre qui reflétait ce que je faisais réellement. J'étais juste, les opérations, invisibles et essentielles à parts égales. Maintenant, j'avais une autorité réelle, de vraies ressources, un vrai soutien. Mais ma première priorité n'était pas la paperasse ou l'analyse financière. C'était les gens. Je suis allé à Monterrey un jeudi matin, arrivant avant la fin du service du petit déjeuner. Sophia était dans son bureau à examiner les rapports de statut des chambres quand j'ai frappé à sa porte. Blair. Elle s'est levée immédiatement et j'ai vu le soulagement inonder son visage. J'ai entendu parler de la réunion du conseil. Tout le monde a entendu des rumeurs, mais personne ne sait ce qui se passe vraiment. Pouvons-nous parler en privé? Nous sommes allés dans la salle de conférence vide qui donnait sur la baie. La lumière du soleil du matin filtrait par les fenêtres, attrapant l'eau et faisant tout scintiller. C'était l'un de mes espaces préférés quand je travaillais ici, un endroit où j'avais formé de nouveaux directeurs, planifié des rénovations et rêvé de ce que ces propriétés pourraient devenir. Pacific Luxury acquiert Monterrey, Big Sur et Laguna Beach, ai-je dit directement. La transition sera terminée dans les 60 jours. Et Sophia, je veux que tu saches que ton travail n'est pas seulement sûr, il est valorisé. Pacific Luxury s'engage à restaurer les normes de service que nous avons bâties, avec de meilleures ressources et un meilleur soutien que nous n'en avons jamais eu à Cressambaie. Les yeux de Sophia se sont remplis de larmes. Je savais que tu ne nous abandonnerais pas. Quand tu as appelé et m'as dit de tout documenter ce que les consultants changeaient, je savais que tu avais un plan. Tu as maintenu les normes en vie quand les gens de Clay essayaient de les détruire, ai-je dit. Cela a compté. C'est pourquoi nous pouvons nous rétablir si rapidement. Nous avons parlé pendant encore 1 heure. J'ai expliqué les conditions d'acquisition, les garanties de maintien du personnel, les forfaits d'avantages sociaux améliorés. J'ai répondu à ces questions honnêtement, j'ai reconnu le chaos qu'elle avait enduré, j'ai validé la douleur de voir quelque chose que nous avions construit être démantelé par des gens qui ne comprenaient pas ce qui le rendait spécial. Il y a autre chose, ai-je dit alors que nous finissions. Pacific Luxury propose des programmes de participation aux bénéfices pour la direction au niveau de la propriété. Vous aurez une véritable participation au succès que vous créez. Pas seulement un salaire et un merci, une vraie participation financière. Sophia a pleuré alors, vraiment. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes de submergement. En 14 ans à Cressambaie, je n'ai jamais eu l'impression que Clay voyait mon travail. Il visitait les propriétés pour des séances de photos avec des invités VIP, mais il ne posait jamais de questions sur les opérations, ne voulait jamais comprendre ce qui faisait vraiment tourner les choses. Je sais, ai-je dit tranquillement.
J'ai eu des conversations similaires cette semaine-là avec Tom à Big Sur et Alicia à Laguna Beach. Avec Maria, la superviseure de l'entretien ménager, à qui on avait dit que son travail méticuleux était excessif, avec James, le directeur de la maintenance, qui avait été forcé de différer des réparations pour respecter les coupes budgétaires. Avec chaque membre clé du personnel qui avait bâti ses propriétés à mes côtés. Chaque conversation était personnelle, honnête et nécessaire. J'ai reconnu ce qu'ils avaient enduré, j'ai validé leur expertise et j'ai pris des engagements concrets sur ce qui allait suivre. Pas de langue de bois d'entreprise ou de vagues promesses, mais des détails spécifiques sur la façon dont leur vie professionnelle s'améliorerait. Catherine a assisté à plusieurs de ces réunions, observant mais parlant rarement. Après, autour d'un café dans un café surplombant la jetée de Monterrey, elle a dit quelque chose qui m'a surprise. J'ai acquis 12 propriétés dans ma carrière, Blair. Je n'ai jamais rien vu de tel que la façon dont vos gens réagissent à vous. Ils ne se contentent pas de vous respecter, ils croient en vous. Vous ne les avez pas seulement gérés. Vous avez bâti une culture pour laquelle ils étaient prêts à se battre. Ils croyaient en ce que nous construisions ensemble, ai-je dit. C'est différent de croire en moi. Non, Catherine a secoué la tête. Ils croyaient en vous parce que vous avez cru en eux d'abord. C'est ce que nous acquérons vraiment ici. Pas seulement de l'immobilier et des systèmes opérationnels, mais une culture de l'excellence qui ne peut être reproduite par des consultants ou achetée avec du capital. Les améliorations opérationnelles sont venues rapidement une fois que le personnel a eu une direction en qui il avait confiance. Les normes de service ont été restaurées dès le premier mois. Les programmes de formation ont repris. Les consultants que Clay avait fait venir ont été renvoyés et leurs mesures de réduction des coûts ont été inversées. Les scores de satisfaction des clients ont commencé à remonter vers les niveaux d'avant mon licenciement. Mais la guérison émotionnelle a pris plus de temps. Le personnel avait besoin de temps pour croire que le chaos était vraiment terminé, que la nouvelle direction n'allait pas disparaître ou changer d'avis, qu'ils pouvaient s'investir émotionnellement dans leur travail à nouveau sans craindre qu'ils ne soient dévalorisés. 3 semaines après le début de l'acquisition, ma mère a appelé et m'a demandé si je voulais venir chez elle à Carmel. Pas pour une réunion d'affaires ou un déjeuner tendu dans un restaurant public, mais chez elle. La première fois qu'elle m'invitait là-bas depuis que Clay m'avait renvoyé. J'ai failli dire non. Mais quelque chose dans sa voix, une vulnérabilité que je n'avais pas l'habitude d'entendre, m'a fait accepter. Samedi après-midi, je suis allé à Carmel et je me suis garé devant la maison où j'avais passé d'innombrables dîners de famille et fêtes de fin d'année. La terrasse où elle m'avait prévenu il y a 4 ans de me protéger. Le salon où Clay avait ouvert ses cadeaux de Noël pendant que j'aidais à la cuisine. Les souvenirs semblaient lourds, comme des artefacts de la vie de quelqu'un d'autre. Margaret attendait sur la terrasse, 2 verres de vin déjà servis. Elle avait l'air plus âgée que je ne l'avais jamais vue, plus mince, avec de nouvelles rides autour des yeux et des cheveux gris à la racine qu'elle n'avait pas pris la peine de couvrir. Nous nous sommes assis en silence un moment, regardant le Pacifique. Je te dois des excuses qui ne peuvent être exprimées de manière adéquate, commença-t-elle enfin, sa voix prudente et formelle. J'ai encouragé les pires aspects de Clay en lui trouvant constamment des excuses. Je me disais que sa vision justifiait ses défauts, que ton exécution équilibrerait son ambition. J'ai vu ce qu'il devenait, et au lieu de m'en occuper, je t'ai prévenu de te protéger. J'ai siroté mon vin et j'ai attendu. Quand il t'a renvoyé, je me suis dit que c'était une décision d'affaires, a-t-elle poursuivi, luttant avec l'honnêteté. Je n'ai pas annulé sa décision parce que je voulais croire qu'il pourrait réussir sans toi. Cela aurait validé tout ce que je m'étais dit sur son potentiel, sur sa préparation au leadership. Elle a regardé l'océan et j'ai vu des larmes sur ses joues. La première fois que je voyais ma mère pleurer depuis la mort de mon père il y a 15 ans. J'ai choisi l'ambition de mon fils plutôt que la loyauté de ma fille, dit-elle tranquillement. Je t'ai sacrifié pour protéger ma vision de ce que Clay pourrait devenir. Et je suis désolé, Blair. Je suis vraiment désolé. Les excuses étaient réelles et douloureuses et incomplètes, car elle s'excusait pour la trahison aiguë, le fait de ne pas avoir annulé la décision de Clay, mais pas pour les 17 ans de favoritisme chronique qui avaient rendu cette trahison possible. Pas pour avoir positionné Clay comme la vision alors que j'étais l'exécution. Pas pour des années de dîners de famille où ses initiatives stratégiques comptaient plus que mes points opérationnels. Pas pour l'avoir préparé au leadership tout en m'apprenant à être indispensable de manière qui m'ont finalement rendu jetable. Maman, ai-je dit avec précaution, j'apprécie les excuses. Vraiment.
Mais j'ai besoin que tu comprennes que ce n'était pas seulement le fait que Clay m'ait renvoyé. C'était 17 ans à être traité comme l'infrastructure qui rendait son succès possible, à te regarder le positionner comme l'avenir alors que j'étais positionné comme la fondation. Tu m'as appris à exceller, à être sous-évalué. Elle a hoché la tête lentement, absorbant la vérité. Tu as raison, et je ne sais pas comment réparer ça. Tu ne peux pas le réparer, ai-je dit. Tu peux seulement le reconnaître et faire mieux à l'avenir. Nous avons parlé pendant 2 heures de plus, la conversation la plus honnête que nous ayons eue depuis des décennies. Elle m'a parlé de la culpabilité de voir la trahison de Clay se dérouler, de trouver les dossiers de Summit Coastal et de réaliser que son fils lui mentait en face depuis 2 ans. Elle m'a dit qu'elle avait démissionné du conseil de Crescent Bay parce qu'elle ne supportait pas de voir ce qui restait de l'entreprise. Je lui ai parlé de la douleur de l'invisibilité, de voir Clay s'attribuer le mérite de mon travail, de la lente érosion d'être valorisé mais pas reconnu, de construire quelque chose d'extraordinaire et de se voir renvoyé par sa propre famille. Pouvons-nous reconstruire, a-t-elle demandé alors que le soleil commençait à se coucher. Peut-être, ai-je dit honnêtement, mais ça doit être réel cette fois. Plus de favoritisme pour l'ambition d'un enfant au détriment des contributions de l'autre. Plus de demande de minimiser ma douleur pour préserver l'harmonie familiale. Du vrai ou rien. Du vrai, a-t-elle convenu. Nous avons commencé à dîner 1 fois par semaine. Après ça, pas dans des restaurants, mais chez elle, juste nous deux. Lentement, prudemment, nous avons construit quelque chose de différent de ce que nous avions auparavant. Pas la relation facile d'une mère et d'une fille qui ne s'étaient jamais déçues, mais la relation plus difficile de 2 personnes qui s'étaient entendues et qui choisissaient de le reconnaître. 2 mois après la réunion du conseil, Rebecca a appelé avec une nouvelle à laquelle je m'attendais à moitié. Summit Coastal est en cours de dissolution, a-t-elle dit. Les investisseurs ont découvert que le dossier de présentation de Clay contenait des informations exclusives de Crescent Bay. Ils ont retiré tout financement et menacent de poursuites judiciaires. Clay essaie de négocier des règlements pour éviter des accusations criminelles. Je suis resté assise très immobile, le téléphone collé à mon oreille. Où est-il maintenant? Il déménage en Arizona, apparemment pour un poste dans l'immobilier commercial. Une industrie complètement différente. Après avoir raccroché, je suis resté sur mon balcon et j'ai pleuré. Pas pour les conséquences pour Clay, il les avait méritées par ses propres choix. Mais pour le frère que j'avais eu autrefois, avant que l'ambition ne l'empoisonne. Pour la famille que nous aurions pu être s'il avait valorisé la loyauté plus que les trophées. Pour la sœur que j'avais été, qui avait cru que travailler dur et construire quelque chose d'excellent suffirait. Cette version de moi était partie, et faire son deuil me semblait nécessaire. 4 mois après mon licenciement, je me tenais sur la terrasse de la piscine à débordement du Grand View Coast, l'établissement anciennement connu sous le nom de Monterey, regardant le coucher de soleil peindre le Pacifique de nuances d'ambre et d'or. La rénovation que nous avions commencée sous la mauvaise gestion de Clay était enfin terminée. Exécutée correctement cette fois, avec un budget adéquat, des entrepreneurs compétents et ma supervision directe. La propriété était magnifique. Plus que ça, elle était excellente de manière qui comptait. Des normes de service que les clients remarquaient, un personnel fier de son travail, des systèmes opérationnels qui fonctionnaient sans accroc. Sophia m'a trouvé là, tablette à la main. Les derniers scores de satisfaction des clients viennent d'arriver. 96%, les plus élevés de la région. J'ai souri, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Pas de la justification ou de la vengeance, mais une fierté authentique, démêlée des complications familiales. Tu as construit quelque chose de remarquable, Blair, a dit Sophia. Nous l'avons construit, ai-je corrigé. Et nous le reconstruisons, mieux cette fois. Alors que l'automne se transformait en hiver, je me suis retrouvé face à la première grande saison des fêtes sans tradition familiale. Thanksgiving avait toujours signifié la maison de ma mère à Carmel. La salle à manger formelle dressée avec la porcelaine de sa grand-mère. La famille élargie réunie autour de la table, Clay tenant la vedette pendant que j'aidais à la cuisine. Pendant 39 ans, cela avait été le rythme de novembre. Cette année, Margaret m'a invité à son dîner hebdomadaire le jour de Thanksgiving. Un repas tranquille, juste nous deux. J'ai failli accepter par habitude. Mais ensuite, je me suis imaginé assise à cette table où tant de décisions familiales avaient été prises sans ma participation, où mes contributions avaient été résumées en de brefs points opérationnels, tandis que la vision de Clay recevait des heures de discussion.
Je ne suis pas encore prête, lui ai-je dit au téléphone. J'ai besoin de plus de temps. Je comprends, dit-elle, bien que j'ai entendu de la déception dans sa voix. Que vas-tu faire? Travailler, ai-je dit simplement. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allé au Grand View Coast le matin de Thanksgiving et j'ai passé la journée avec le personnel à préparer ce qui serait notre week-end le plus chargé de l'année. J'ai vérifié la préparation en cuisine avec notre chef, j'ai examiné les attributions de chambre avec le service d'entretien ménager, j'ai parcouru la propriété à la recherche de tout ce qui ne répondait pas aux normes. Ce n'était pas traditionnel, mais c'était honnête. C'étaient des gens qui valorisaient mon travail, qui comprenaient ce que j'avais construit, qui ne traitaient pas mon expertise comme une infrastructure de soutien à la vision de quelqu'un d'autre. Sophia m'a trouvé sur la terrasse au coucher du soleil, supervisant la mise en place du service du soir. Tu passes Thanksgiving avec nous, a-t-elle observé. Toi aussi, tu passes ton temps à travailler, ai-je fait remarquer. Parce que j'aime cet endroit. Parce que ça compte, elle a fait une pause. C'est pour ça que tu es là aussi, n'est-ce pas? C'est ta famille maintenant. Je ne l'ai pas corrigée car elle avait raison d'une manière que j'étais encore en train de comprendre. Décembre a amené le circuit des conférences de l'industrie, et avec lui, un défi d'un autre genre. Le sommet de l'hôtellerie côtière de Californie était le plus grand événement de l'année. 1500 professionnels de l'hôtellerie réunis à San Francisco pour discuter des tendances de l'industrie, célébrer les réalisations et réseauter. Il y a 2 ans, j'y avais assisté anonymement pendant que Clay donnait un discours d'ouverture sur la disruption de l'hôtellerie de luxe. Je m'étais assise au fond, je l'avais regardé présenter des données que j'avais compilées, je l'avais écouté décrire des innovations que j'avais développées, et je m'étais senti invisible. Cette année était différente. Catherine donnait le discours d'ouverture et Pacific Luxury avait un stand de premier plan présentant nos propriétés californiennes. J'assistais non pas en tant que personnel opérationnel anonyme, mais en tant que directrice des opérations côtières, avec mon nom sur les documents de la conférence et ma photo dans le programme. Le discours de Catherine était impressionnant. Elle a parlé de l'évolution du marché du luxe, de ce que les voyageurs valorisaient après la pandémie, de l'excellence opérationnelle par rapport à l'esthétique Instagram, puis à mi-parcours, elle a dit quelque chose qui m'a serré la poitrine. Les acquisitions les plus transformatrices ne concernent pas les propriétés, elles concernent les gens. Cette année, Pacific Luxury a eu la chance de s'associer à Blair Hartwig, qui a apporté un génie opérationnel et une intégrité culturelle que la plupart des consultants ne peuvent pas enseigner car ils n'ont jamais rien construit eux-mêmes. Son travail a transformé non seulement notre portefeuille californien, mais toute notre approche de l'hôtellerie. Le public a applaudi. 1500 personnes reconnaissant un travail qui avait été invisible pendant 17 ans. Après le discours de Catherine, les gens m'approchaient constamment. Certains étaient de véritables concurrents offrant leur respect, des collègues me félicitant pour le succès de Pacific Luxury. D'autres cherchaient clairement des potins sur la situation de Crescent Bay. Tout le monde dans l'hôtellerie connaissait l'histoire maintenant. La sœur qui s'est fait renvoyer, qui possédait le terrain, qui a fait tomber la carrière de son frère. C'était devenu un folklore de l'industrie, une histoire édifiante sur la famille, les affaires et la trahison d'entreprise. J'ai entendu dire que Clay est en Arizona maintenant, m'a dit un consultant lors de la réception de réseautage. Une industrie complètement différente. Ça doit être satisfaisant de voir ça se dérouler. C'est compliqué, ai-je dit honnêtement, puis je me suis excusé. Dans ma chambre d'hôtel ce soir-là, j'ai commandé le service en chambre et j'ai pleuré. Pas des larmes de tristesse exactement, mais des larmes d'épuisement. Être célébré professionnellement tout en faisant son deuil en privé créait une étrange dissonance. Le succès ne comblait pas les trous que la trahison avait creusés. Il les rendait simplement plus visibles. Janvier a apporté un appel téléphonique inattendu. David Brennan, un fournisseur avec qui nous avions travaillé pendant des années à Crescent Bay. Il nous fournissait nos produits biologiques, avait noué des relations avec les agriculteurs locaux, comprenait ce que nous essayions de créer. Blair, je dois te prévenir de quelque chose, dit-il, sont-on prudent. Clay m'a contacté la semaine dernière. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qu'il voulait? Il est en Arizona, il travaille dans l'immobilier commercial, mais apparemment, la nouvelle de ce qui s'est passé à Crescent Bay a circulé. Il a du mal à se faire une crédibilité, à ce que les clients lui fassent confiance. Il m'a demandé de te contacter. J'ai fermé les yeux. Pour dire quoi exactement?
Il veut que tu clarifies la situation avec les contacts de l'industrie. Il pense que si tu expliques simplement que le conflit était un malentendu, que Summit Coastal était une entreprise distincte qui a été mal interprétée, que sa démission était volontaire, cela l'aiderait à reconstruire sa réputation. L'audace était presque impressionnante. Clay avait commis de l'espionnage industriel, volé des informations exclusives, recruté du personnel avec des accords de transfert de connaissances, prévu d'acquérir des propriétés après avoir forcé des ventes en difficulté, et m'avait renvoyé avec une cruauté répétée. Et il voulait que je réhabilite sa réputation. S'est-il excusé, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Non, dit David tranquillement. Il a présenté ça comme si vous aviez tous les deux fait des erreurs. Le conflit familial est devenu compliqué, mais maintenant que tu as réussi, peut-être que tu pourrais l'aider à avancer aussi. Voilà Clay. Il ne comprenait toujours pas fondamentalement ce qu'il avait fait de mal. Il voyait notre conflit comme une compétition commerciale qui avait mal tourné, pas comme une trahison qui avait détruit la confiance. Il pensait que la réputation était quelque chose que l'on gérait plutôt que quelque chose que l'on gagnait par une véritable intégrité. Dis-lui non, ai-je dit. Dis-lui que je ne mentirai pas pour le protéger de la vérité. Il a fait des choix. Ce sont les conséquences. Je m'en doutais, a dit David, mais je pensais que tu devais savoir qui l'essaie. Après avoir raccroché, j'ai eu la confirmation que la réconciliation était impossible. Non pas parce que je gardais rancune, mais parce que Clay n'avait rien appris. Il avait détruit notre famille, trahi des gens qui lui faisaient confiance, volé l'héritage de notre grand-mère, et il voulait que je répare tout ça pour qu'il puisse repartir à zéro. Certaines personnes ne peuvent pas être sauvées d'elles-mêmes. En février, Margaret a appelé avec une demande que je redoutais. Clay est en visite ce week-end, dit-elle, sa voix hésitante. J'aimerais que nous dînions tous ensemble. Rien de formel, juste en famille. Chaque instinct me criait de refuser. Mais j'ai entendu quelque chose dans sa voix. De l'espoir mêlé de désespoir. Une mère voulant que ses enfants se réconcilient, voulant que la fracture familiale guérisse. Je viendrai, ai-je dit finalement. Mais maman, je ne ferai pas semblant que tout va bien. Et je ne mentirai pas pour le mettre à l'aise. Je comprends, dit-elle, bien que je ne sois pas sûr qu'elle ait compris. Samedi soir, je suis allé à Carmel pour la première fois depuis que Clay y était. Sa voiture de location était dans l'allée, une berline générique, bien loin de la Tesla qu'il conduisait. Franchir la porte était surréaliste, comme visiter un musée de mon ancienne vie. Clay se tenait dans le salon. Il avait l'air plus mince, plus âgé en quelque sorte, bien que seulement 7 mois se soient écoulés depuis la réunion du conseil. Sa confiance avait disparu, remplacée par quelque chose de plus dur et de plus défensif. Nous avons eu un bref contact visuel. Il a hoché la tête. J'ai hoché la tête en retour, comme des connaissances, pas des frères et sœurs. Margaret a joué l'hôtesse avec une joie forcée, posant des questions sur le travail de Clay en Arizona et mes projets chez Pacific Luxury comme s'il s'agissait d'une agréable conversation anodine plutôt que de sujets chargés. J'ai répondu poliment mais brièvement. Clay a décrit son travail dans l'immobilier commercial avec un enthousiasme qui ne pouvait cacher son amertume de devoir recommencer à 35 ans dans une nouvelle industrie, dans un nouvel état, avec une réputation endommagée. Le dîner a été pénible. De longs silences remplis par le cliquetis des couverts, une conversation superficielle qui évitait tout ce qui était réel. Margaret a désespérément essayé de créer une normalité, de prétendre que nous étions juste une famille qui se retrouvait. Puis, au dessert, elle est passée à l'offensive. Je suis reconnaissante que nous puissions tous être de nouveau ensemble, dit-elle, la voix tremblante. La famille est ce qui compte le plus, et j'espère vraiment, que nous pourrons nous retrouver. Clay a immédiatement saisi l'occasion. Je suis d'accord, Blair. Ce qui s'est passé entre nous était regrettable, mais nous sommes toujours une famille. Il est peut-être temps de passer à autre chose. Regrettable ? Ce seul mot a fait exploser quelque chose en moi. Passer à autre chose. J'ai posé ma fourchette avec soin. Clay, tu m'as renvoyé après 17 ans. Tu as volé des informations exclusives pour monter une société concurrente tout en dirigeant la nôtre. Tu as recruté notre personnel avec des contrats leur demandant de transférer les connaissances qu'ils avaient développées à Crescent Bay. Tu as prévu d'acquérir des propriétés après avoir forcé l'entreprise à les vendre à des prix de détresse.
Ce n'est pas regrettable. C'est une trahison calculée. Son visage est devenu rouge. Tu es toujours amer à propos d'une décision d'affaires. Tu dois laisser tomber, Blair. Grandis un peu. Une décision d'affaires? Ma voix était calme mais intense. Tu as détruit la confiance. Tu as violé toutes les obligations éthiques que tu avais en tant que PDG. Tu as essayé de voler l'héritage de notre grand-mère et de le rebaptiser comme ta propre réalisation. Ce ne sont pas des décisions d'affaires, Clay. Ce sont des échecs moraux. S'il vous plaît, a interrompu Margaret, des larmes coulant sur son visage. Vous êtes tous les deux mes enfants. Ne pouvons-nous pas trouver le pardon? J'ai regardé ma mère et j'ai ressenti une profonde tristesse. Maman, le pardon exige la reconnaissance. Clay ne s'est pas excusé. Il n'a pas pris ses responsabilités. Il vient littéralement de me demander de mentir à des contacts de l'industrie pour réhabiliter sa réputation. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche le pardon. C'est quelqu'un qui veut que je l'aide à éviter les conséquences. Je me suis levé, prenant mon manteau sur le dossier de ma chaise. Je t'aime, maman. Je continuerai nos dîners hebdomadaires, mais je ne m'assiérai pas à une table avec quelqu'un qui m'a trahi et qui ne reconnaît même pas ce qu'il a fait. Ce n'est pas une famille, c'est une performance, et j'ai fini de jouer un rôle. Je suis parti sans me retourner, entendant les sanglots de Margaret et la voix de Clay s'élever en signe de protestation derrière moi. Dans ma voiture, je suis resté dans l'obscurité pendant 10 minutes, les mains agrippées au volant, respirant lentement jusqu'à ce que mon rythme cardiaque se calme. Fixer cette limite avait fait mal, mais c'était nécessaire. J'avais passé 17 ans à être la personne arrangeante, la fille fiable, la sœur qui se sacrifiait pour l'harmonie familiale. Cette version de moi-même avait été effacée par la trahison. Cette version valorisait la vérité plutôt que le confort. Et si cela signifiait des vacances seules, je pouvais vivre avec ça. Le printemps est arrivé avec des fleurs sauvages couvrant les collines côtières et des ciels bleus clairs qui semblaient s'étendre à l'infini. Un soir, après une longue journée à superviser les rénovations de notre propriété de Big Sur, je me suis retrouvé assis seul sur la plage à regarder le coucher du soleil. J'avais retourné tout cela dans ma tête. Le licenciement, la trahison, la réunion du conseil, la démission de Clay, l'effondrement de Summit Coastal. Je m'attendais à ce que la vengeance soit satisfaisante, comme si j'avais enfin eu raison, comme si justice avait été rendue et les blessures guéries. Mais ce n'était pas du tout le cas. Le fait que Clay fasse face aux conséquences n'avait pas guéri la blessure. Cela avait juste confirmé ce que j'avais perdu. Le frère que j'avais eu autrefois, la famille que je pensais que nous étions, la croyance que la loyauté comptait. Mais autre chose s'était produit que je commençais seulement à comprendre. Pendant 17 ans, j'avais porté le poids épuisant de faire semblant que tout allait bien. Prétendre que le manque de reconnaissance de Clay ne me blessait pas. Prétendre qu'être l'épine dorsale invisible était suffisant. Prétendre que la loyauté serait finalement réciproque. La trahison et la vengeance avaient brûlé toute cette prétention. Et dans l'espace laissé derrière, je pouvais enfin voir la blessure clairement. Pas seulement la blessure aiguë d'être renvoyé, mais la blessure chronique d'être systématiquement sous-évalué. Et le voir clairement signifiait que je pouvais enfin y faire face. Je construisais une identité professionnelle non façonnée par l'obligation familiale. J'établissais des limites réelles plutôt que performatives. Je faisais le deuil de la famille que je pensais avoir au lieu de prétendre qu'elle pourrait apparaître par magie. La vengeance n'avait pas guéri la blessure, mais elle avait créé un espace où une guérison réelle pouvait avoir lieu. Un espace où je pouvais construire quelque chose basé sur mes valeurs plutôt que sur les attentes familiales. La fondation avait survécu à tout. Et sur cette fondation, je construisais quelque chose de vrai. J'étais assis sur cette plage à regarder le coucher du soleil quand mon téléphone a vibré avec un SMS de Sophia. As-tu réalisé que cela fait exactement 1 an que tu as quitté Crescent Bay? On a l'impression que tu as toujours été avec Pacific Luxury. 1 an? J'étais tellement concentré sur la construction, sur l'avancement, que je n'avais même pas enregistré l'anniversaire. Le chapitre Crescent Bay semblait lointain maintenant, comme quelque chose qui était arrivé à une version différente de moi-même. Quelqu'un de plus jeune, plus disposé à accepter l'invisibilité, croyant toujours que la loyauté serait finalement réciproque. Le lendemain matin, je me suis rendu au Grand View Coast pour une visite de routine de la propriété. C'était quelque chose que je faisais chaque semaine à chaque emplacement,
vérifiant des détails que la plupart des cadres délégueraient, mais que j'avais appris à considérer comme extrêmement importants. Les petites choses qui séparaient les hôtels adéquats des hôtels exceptionnels. Je suis arrivé pendant le changement de service de l'après-midi, lorsque le personnel de jour informait le personnel du soir des besoins des clients et des problèmes en cours. Le genre de continuité opérationnelle qui ne se produit que lorsque les gens sont véritablement fiers de leur travail. Debout sur la terrasse de la piscine à débordement, j'ai regardé la chorégraphie de l'excellence que j'avais passé une carrière à construire. Une femme de ménage nommée Jennifer vérifiait la préparation d'une chambre. Oreiller positionné avec précision, rideaux ajustés pour une lumière optimale. La grue en origami sur l'oreiller que les clients photographiaient et publiaient sur les réseaux sociaux. Elle ne suivait pas une liste de contrôle. Elle créait une expérience. À la réception, j'ai regardé Marcus accueillir un couple qui avait séjourné chez nous il y a 6 mois. Bienvenue, M et Madame Chin. Nous vous avons réservé la même chambre avec vue sur l'océan que vous aviez demandé. Et j'ai pris la liberté de remplir le minibar avec l'eau pétillante que vous préfériez la dernière fois. Le couple avait l'air vraiment touché. C'était ça, la différence. Anticiper les besoins avant qu'ils ne soient exprimés, faire en sorte que les gens se sentent rappelés et valorisés. Un superviseur de la maintenance nommé Tom coordonnait une réparation de plomberie mineure dans une chambre vacante, la programmant pendant les heures de faible affluence pour éviter de déranger les clients. Il avait travaillé avec moi à Crescent Bay pendant 12 ans avant de me suivre chez Pacific Luxury. Il comprenait que la maintenance ne consistait pas à résoudre des problèmes. Il s'agissait d'empêcher les clients de savoir que des problèmes existaient. Catherine m'a trouvé sur la terrasse, tablette à la main. Les rapports trimestriels viennent d'arriver, dit-elle en me tendant l'appareil. Les 6 propriétés ont dépassé les prévisions de revenus. La rétention du personnel est de 94%, la plus élevée de l'histoire de Pacific Luxury, et les scores de satisfaction des clients sont en tête de toute la région. J'ai parcouru les données, ressentant quelque chose que j'avais rarement ressenti à Crescent Bay. Une fierté professionnelle sans ambiguïté. Pas une fierté éclipsée par le fait de voir quelqu'un d'autre s'attribuer le mérite. Pas une satisfaction filtrée par le dysfonctionnement familial, mais une reconnaissance nette que le travail était excellent et que tout le monde le savait. Tu sais ce qui est différent ici, ai-je dit lentement, élaborant mes pensées en les articulant. À Crescent Bay, tout ce que je construisais était mêlé aux dynamiques familiales. Mon excellence était toujours filtrée par le favoritisme de ma mère envers Clay, par son besoin de s'attribuer le mérite, par le récit que j'étais un soutien pour sa vision. Je créais quelque chose de remarquable, mais je ne pouvais jamais simplement en profiter. Il y avait toujours cette conscience que mes contributions seraient minimisées ou effacées. Je fis une pause, regardant le Pacifique capter la lumière de l'après-midi. Ici, le travail est juste le travail. Il parle de lui-même, et c'est suffisant. Catherine a hoché la tête avec compréhension. Les entreprises familiales sont compliquées. Nous avons construit quelque chose de plus sain. Plus tard, seul dans mon bureau, j'ai reconnu la vérité profonde. J'avais créé quelque chose de plus significatif chez Pacific Luxury en 1 an qu'en 17 ans à Crescent Bay. Non pas parce que le travail lui-même était différent, mais parce que le contexte permettait de le voir clairement. L'excellence sans dysfonctionnement. La reconnaissance sans condition. Le succès qui était vraiment le mien. Mes dîners hebdomadaires avec Margaret avaient trouvé un rythme confortable, quelque chose qu'aucune de nous n'avait prévu. Nous nous retrouvions dans différents restaurants le long de la côte, des endroits calmes où nous pouvions parler honnêtement sans public ni performance. Margaret s'était transformée de manière inattendue. Après avoir vendu ses parts de Crescent Bay et s'être entièrement retirée de l'entreprise, elle avait embrassé la retraite avec un enthousiasme surprenant. Elle voyageait constamment, des semaines à explorer la Toscane, 1 mois de randonnée en Nouvelle-Zélande, des croisières fluviales en Europe pour lesquelles elle avait toujours été trop occupée. Je crois que j'ai oublié comment exister en dehors du travail, m'a-t-elle dit un soir lors d'un dîner dans un petit restaurant français à Carmel. Après la mort de ton père, Crescent Bay est devenu toute mon identité. J'ai poussé Clay au leadership parce que j'avais besoin de quelqu'un pour continuer, pour valider toutes les années que j'avais investies. Elle fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Je n'ai pas réalisé que je te sacrifiais pour préserver ma propre vision de ce que l'entreprise devait devenir. Nous parlions honnêtement maintenant, comme nous ne l'avions jamais fait auparavant. Margaret reconnaissait des schémas avec lesquels j'avais vécu pendant des décennies. Être positionné comme soutien plutôt que comme leader,
voir mon expertise valorisée mais pas reconnue. Voir Clay recevoir le crédit pour le travail que j'avais fait. Je me disais que c'était pratique, dit-elle. Clay était charismatique, bon avec les investisseurs et les médias. Il était logique d'en faire le visage public. Mais je n'ai pas vu comment ce positionnement te nuisait activement jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour y remédier. La reconnaissance ne pouvait pas annuler 17 ans d'impact, mais elle comptait. Nous parlions aussi de Clay, mais avec prudence. Il était toujours en Arizona, travaillant dans l'immobilier commercial avec un succès modéré, mais rien de comparable à la trajectoire qu'il s'était imaginée. Il contactait Margaret de temps en temps, par email et appel téléphonique, où il se positionnait comme la partie lésée, la victime de ma vengeance et de la réaction excessive du conseil. Il ne comprend toujours pas ce qu'il a fait de mal, dit Margaret tranquillement. Il voit ça comme un conflit d'affaires qui a mal tourné, pas comme une trahison qui a détruit la confiance. Je sais, ai-je dit. J'espère toujours qu'il assumera une réelle responsabilité, que peut-être un jour nous pourrons reconstruire une version de la famille, mais j'accepte que cela puisse ne pas arriver. J'ai pris sa main sur la table. Tu peux l'aimer et reconnaître ce qu'il a fait. Ces choses ne sont pas mutuellement exclusives. Notre relation ne serait plus jamais ce qu'elle était avant. Nous le comprenions toutes les deux. Mais elle devenait quelque chose de plus réel. Une connexion construite sur la vérité plutôt que sur la performance. Un amour qui reconnaissait les blessures plutôt que de prétendre qu'elles n'existaient pas. C'était mieux, même si ça faisait plus mal. 3 mois après l'anniversaire de mon licenciement, j'ai assisté à la conférence annuelle de l'industrie hôtelière à San Francisco. Je parcourais les stands des fournisseurs quand j'ai entendu mon nom. Blair Hartwick. Je me suis retourné pour trouver James Morrison, un ancien directeur des opérations de Crescent Bay que j'avais embauché et formé il y a une décennie. Nous avions perdu le contact après mon licenciement, et le voir était comme rencontrer un fantôme de ma vie passée. James, comment vas-tu? Nous avons trouvé un coin tranquille dans un café et avons rattrapé le temps perdu. Il était resté à Crescent Bay après mon départ, espérant que la transition se stabiliserait. Ce n'était pas le cas. Blair, c'est grave, dit-il en baissant la voix. Vraiment grave. Après ton départ et la démission de Clay, le conseil a fait appel à un cabinet de conseil en gestion pour diriger les opérations. Il traite les propriétés comme des actifs à optimiser plutôt que comme des expériences à créer. Il m'a montré son téléphone, des critiques en ligne récentes avec des thèmes récurrents, baisse des normes de service, chambre sale, personnel indifférent, problèmes de maintenance qui traînaient pendant des jours. Ils ont réduit les budgets de formation de 60%, a poursuivi James. Ils ont réduit le personnel au minimum absolu. Ils ont remplacé la plupart de tes relations avec les fournisseurs par des contrats nationaux moins chers. Les scores de satisfaction des clients ont chuté de 40% sur toutes les propriétés. J'ai pensé aux relations que j'avais bâties. Le fournisseur de produits biologiques qui s'approvisionnait auprès des fermes locales. L'entreprise de linge qui comprenait nos normes de qualité. Les entrepreneurs en maintenance qui répondaient en quelques heures parce que nous les traitions équitablement depuis des années. Les propriétés que tu as construites, Monterey, Big Sur, Laguna Beach, ne sont que l'ombre de ce qu'elles étaient, a dit James. Les revenus baissent. La réputation est endommagée. Pendant ce temps, tout le monde dans l'industrie parle de ce que tu fais chez Pacific Luxury. Grand View Coast est complet 6 mois à l'avance. Tu es en vedette dans les magazines, tu parles à des conférences. Tu as essentiellement prouvé que le succès de Crescent Bay était ton succès, pas la marque ou les emplacements. La validation était inattendue et profonde. Pendant 17 ans, je m'étais demandé si ma valeur était réelle ou simplement dépendante du contexte. Le nom de Crescent Bay, les emplacements de choix des propriétés, la réputation établie. Maintenant, j'avais la preuve définitive. Les propriétés déclinaient sans moi tandis que de nouvelles propriétés prospéraient sous ma direction. Ça fait du bien, a demandé James. De les voir en difficulté pendant que tu réussis? J'ai considéré la question honnêtement. C'est une confirmation. Non pas que je voulais qu'ils échouent, mais que mes contributions étaient réelles. Pendant si longtemps, je me suis senti invisible. Maintenant, je sais que le travail comptait, l'impact était réel et il était le mien. Nous avons parlé pendant encore 1 heure avant de nous séparer. En partant, James a dit, la plupart du personnel qui est resté regrette de ne pas t'avoir suivi chez Pacific Luxury.
Ils pensaient que la loyauté familiale comptait. Ils ont appris à leurs dépens que c'était ton leadership qui comptait le plus. En retournant à mon hôtel, j'ai senti quelque chose changer. J'avais passé des mois à me demander si détruire la carrière de Clay avait été nécessaire ou vindicatif, si j'aurais dû trouver un autre moyen. Maintenant, je savais que je n'avais rien détruit. Clay l'avait fait. J'avais simplement refusé d'être enseveli sous les décombres. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les baies vitrées du Grand View Coast alors que je terminais ma dernière visite de la journée. C'était devenu ma routine, terminer chaque semaine dans la propriété phare, vérifier les détails, observer le personnel, assurer l'excellence. J'ai traversé le hall où les clients se détendaient avec du vin et des conversations. Je suis passé devant le restaurant où notre chef préparait des fruits de mer locaux avec des ingrédients provenant de relations que j'avais cultivées. J'ai traversé les zones du personnel où les gens travaillaient avec dignité parce qu'ils savaient qu'ils comptaient. Dans mon bureau, un vrai bureau avec vue sur l'océan, pas une salle de stockage convertie, la boussole de ma grand-mère était posée sur le bureau à côté des rapports trimestriels montrant que les 6 propriétés dépassaient les prévisions. J'ai pensé à tout ce qui m'avait amené ici. 17 ans de travail invisible. La trahison de mon frère. Le favoritisme de ma mère. La vengeance qui n'avait pas guéri les blessures mais qui avait créé un espace où la guérison pouvait avoir lieu. J'ai pensé à Clay en Arizona, recommençant à zéro, et je n'ai pas ressenti de satisfaction mais l'acceptation que certaines personnes n'apprennent jamais. J'ai pensé à Margaret essayant de reconstruire notre relation par l'honnêteté plutôt que par la prétention. J'ai pensé au personnel qui avait fait confiance à mon leadership et qui avait été récompensé pour cette confiance. Et j'ai pensé à ma grand-mère, repérant des propriétés côtières avec rien d'autre que de la détermination et une boussole. Bâtissant quelque chose à partir de rien par l'intégrité plutôt que par le droit acquis. Le succès ne se résumait pas au bureau d'angle, au titre de PDG ou à la validation familiale. Il s'agissait de construire quelque chose d'assez solide pour résister à la trahison, d'assez précieux pour que d'autres se battent pour le préserver, d'assez significatif pour valoir la peine d'être protégé. Même si la protection nécessitait une transformation. La fondation est restée. Les entreprises ont changé. Les relations ont évolué. Les familles se sont fracturées. Les identités ont changé. Mais la fondation de qui j'étais, de ce que je valorisais, de ma façon de travailler, cela est resté solide. Clay avait essayé de m'effacer, mais il n'avait fait que prouver ma valeur en révélant ce qui se passait quand j'étais parti. Alors que je me préparais à partir pour la soirée, j'ai jeté un dernier regard par la fenêtre de mon bureau. Des clients s'enregistrant avec des sourires, du personnel se déplaçant avec détermination, le Pacifique s'étendant à l'infini au-delà de la propriété. J'avais perdu une entreprise familiale mais bâti un héritage professionnel. Perdu un frère mais gagné en clarté sur ma propre valeur. Perdu le confort de l'appartenance familiale mais gagné la liberté d'une reconnaissance authentique. La fondation est restée, et sur cette fondation, j'avais bâti quelque chose de vrai, gagné par l'excellence, valorisé pour ce qu'il était, complètement et indéniablement le mien. Demain, j'examinerai les rapports, je visiterai une autre propriété, je continuerai à construire. Ce soir, je rentrerai chez moi, je me verserai un verre de vin, je regarderai le coucher du soleil et je ressentirai quelque chose que j'avais rarement ressenti à Crescent Bay. La satisfaction d'un travail qui parlait de lui-même. La fondation est restée. Tout le reste n'était que construction. Et j'avais enfin appris à construire à partir de la force plutôt que d'une loyauté qui n'avait jamais été réciproque.